Salabim. Salut à toutes et tous à ce nouvel épisode de Un regard dans l'abîme, le 8e. C'est ça. Ouais, Le salut compte est bon. Jules, comme d'habitude. Salut. Voilà, donc on est content d'être là, d'habitude, on continue. En plus, on est très régulier, je suis très content déjà. Ouais, on arrive à C'est- faire par mois. On s'est même pas arrêté au mois d'août, donc très bien. Voilà, des thèmes divers. Et je pense qu'on reste beaucoup des choses dans la réserve, mais parce qu'on ne peut pas Ah parler oui, de tout. non, ouais, non, on n'a pas le temps. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui dans les programmes, il y a beaucoup de comics DVD, j'ai C'est l'impression. ça. Donc c'est bien, hein, c'est bien. Je réattaque les jeux de rôle. Et ton deuxième thème, je me souviens moi, plus c'est comment- une Ah série. oui, c'est la série, c'est vrai. C'est série Netflix. Tout à fait. Et sans plus attendre, je vais y commencer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu, c'est sorti en 2021, encore dans mes habitudes de présenter des jeux indépendants, etc. Donc il s'appelle Fairy Noir. Personnellement, je trouvais un petit bijou pour plein de raisons que je vais raconter. Ça ne révolutionne pas rien de spécial, mais c'est vraiment entraînable. Qu'est-ce qui raconte Fairy Noir? Pour mettre un peu en contexte, on prend les cinémas noirs sous la couche du cinéma français. Donc on prend pour les clairs exemples qui parlent à tous, et surtout que c'est celui que je connais, parce que c'est les Tontons Flingueurs, Ah mais oui, il bah n'y a pas que eux, que je sache, dans Oui, cette saga des années Il y a 60. les Barbouzes, cinéma. il y a plein de films comme C'est ça, c'est ça. avec Moi, Lino personnellement, Ventura. désolé, j'essaie de me remettre sur ma culture de cinéma français, Ouais. mais Ça, je c'est suis la en bonne- train. C'est la bonne période en plus. Ouais. C'est la période où le cinéma français était vraiment très intéressant. Je suis en train, je me remets. Ouais. Déjà, je connais Tonton Flingueur, donc Ah, bah, c'est très bien. Ça va. Donc, Fairy Noir, il est placé dans ces contextes-là, avec la différence, comme vous pouvez peut-être supposer sur les noms, c'est que les malfrats qu'on interprète, c'est tous des créatures Medfan qui sont revenus. Donc ça passe en France fantasmée, c'est vraiment, Ouais. ça passe à Paris. Et il ne s'appelle pas malfrat parce qu'il reprend tous les langages pile poil de tout ce film. Je suis incapable de reproduire parce que L'argot. c'est vraiment L'argot parisien. c'est les marioles. Voilà, c'est Ouais. les personnages qu'il interprète, c'est des marioles. Et il y avait plein de choses à parler. C'est un jeu que cette édition, je pense qu'il est plus disponible en physique. Les PDF est gratuit complètement. Ah. Donc chez l'éditeur, vous cherchez Fairy Noir, il vous irez chercher le site des Fred Booth, ce que c'est qui a fait les bouquins et les dessins. Si je ne dis pas de conneries. Oui, non, tout à fait, c'est lui aussi. Cette édition, je l'avais payée presque peanuts, et en plus dédiée. Déjà, merci. Si l'auteur arrive à voir ça, c'est super sympa. Donc, niveau ça, pour un éditeur indépendant, faire un bouquin comme ça, je ne sais pas si c'était 15 ou 20 balles, un truc comme ça, c'était une tuerie. Ouais, parce qu'en plus c'est cartonné et tout. Ah ouais, non, c'est une édition jolie, les papiers de qualité, blanc et noir, mais déjà, le beurre, l'argent de beurre, tout. Ouais, de toute façon, ça s'appelle Fairy Noir, donc C'est ça. noir et blanc, quoi, normal. C'est ça. Et encore une fois, ça a été un petit coup de cœur pour moi à sa lecture. Déjà, pour tel comme il est raconté, parce que la façon qu'il est écrit, il est tout les langages utilisés, les argots, ça te met direct dans l'ambiance. Ouais. Ça te met directement sur ça qu'il va raconter. Je vais faire un petit passage des règles et des personnages juste parce que c'est marrant, j'avoue, parce que c'est pas du tout mon but d'étriper les règles ou de les analyser. Je ne me trouve pas les plus pertinents pour en parler, et je m'en fous un peu, c'est surtout l'ambiance et tout que ça me transmet autour que j'apprécie. Et
Je ne sais pas à quel point ça a réussi ce jeu. Je pense qu'il a eu plusieurs vidéos que j'avais vues, plusieurs critiques, et c'était sympa. Bon, s'il a réussi quand même à finir tous les bouquins imprimés, c'est déjà une bonne chose. Bah oui. En tout cas, c'est sûr qu'en ayant un PDF gratuit, il met même des règles pour pouvoir les jouer en solo, parce qu'il y a un petit complément pour faire des jeux de rôle en solo. D'accord. Pas à deux, hein, solo. Ah oui, solo, d'accord. Un jour, on parlera juste de rôle solo, même si D'accord, c'est ouais. pas ma cam, mais bon. Ouais, je savais même pas que ça pouvait. qu'on pouvait jouer tout seul. Si. Il y en a pas mal de jeux en solo. Un jour, je te montrerai Ah ouais, bah pour que ouais. tu découvres. Je connaissais le livre dont vous êtes le héros, mais tu sais, Non. Bah, après, il faut être un peu schizophrène et parler un Ouais. peu avec soi-même. Ouais, moi, Plusieurs personnalités. Mais non, mais c'est un exercice. Je parle de ça, mais pour des vrais jeux, j'exagère les traits parce qu'il y a chaque jeu, il y a ses mécaniques. Un autre, ils font avec des cartes, avec des tirages, etc. D'accord. Mais ça va bien plus loin que les livres Vous êtes les héros, que tu Oui, oui, tapes bien sûr, telle ouais. page, Oui, telle oui, page. Il est très, très limité sur les choix, Oui, finalement. bien sûr, bien sûr. Même bien sûr. sinon, ça serait. Oui, 4000 pages. C'est ça. Donc, voilà. Féerie Noire, c'est le cinéma noir américain sur la couche française. Donc, en soi, c'est des gens, je ne sais pas s'ils l'appelaient parodie, mais un peu quand même. Oui. Il y a un certain ton d'humour. Oui, oui, dans- bah, de toute façon, de base, les tontons flingueurs, ouais, c'est assez humoristique. C'est ça, c'est ça. Action, humour. Il y a les côtés noirs, il est là, Oui, oui, il bien est sûr. présent. C'est vraiment des malphrases, mais tous ont une couche quand même souriante. Ouais, Et c'est ces ça. argots, cette parole, cette façon de s'exprimer, que c'est. Audiard. Ouais, j'ai découvert à l'occasion un Wikipédia qui est dédié à phrase culte Tonton Flingue. Ah, ouais, ça, oui, oui. Il y a une page qui parle que ça. C'est énorme. Donc avec ça, encore une fois, je ne vais même pas essayer de vous les répéter. Alors, dis donc ça. Donc voilà, tous les langages, il est fait pour te mettre dans l'ambiance. Tous les personnages, ils sont faits pour mettre dans l'ambiance. Donc, comme on dit, on parle des marioles. Dans cette mariole, tu dois choisir ta race, mais que ce n'est pas ta race, bien entendu, c'est les rejetons dans cette interprétation, sur lesquels, si on prend les médecins classiques, on va trouver les nains, les trolls, les démons et les gobelins. Mais il est elfe, mais que sur cette version, et je vous laisse découvrir qui fait quoi. Il y a la race, c'est les pointus, donc voilà, les gravos. Il y a les nabos, il y a les galibots, il y a aussi, pour finir, les dahu. Je vous laisse chercher pour interpréter qu'est-ce que c'est chacun, mais je trouve hyper marrant, déjà des bases. Et après, tu choisis ton métier, que c'est ton gagne-pain, parce que forcément, pourquoi l'appeler métier quand on peut trouver un argot qui c'est plus adapté. Donc là, il y en a des tonnes, les gorilles, porte-flingues, les tauliers, la femme fatale, Macarel, ça c'est génial. Les détectives, les flics, les baveux, Sublime, les toubib, c'est Sublime déglingué, oui c'est ça. Les mécanos, l'aristo, Tollard, les cas, bon. C'est ça, ça distille dans tous les sens l'ambiance noire. Et ça, c'est une façon de faire que j'ai beaucoup aimé parce que juste en lisant, tu es dedans, quoi. Oui. Tu es dedans. Mention d'honneur au système de jeu. Là, je ne peux pas empêcher, c'est que c'est généralement les systèmes de jeu, c'est moi que je suis plutôt narratif, j'ai des systèmes de jeu qui sont plus translucides, qui viennent juste à animer et pas trop à gêner, à devoir t'apprendre 400 pages de règles avec des sous-règles, des sous-sous-sous-règles, etc. Ça me dérange pas mal. Là, il y a un système, c'est toute la séance de jeu, parce que c'est vraiment par séance de jeu, c'est une partie poker. D'accord. Donc il y a des cartes, il y a même
Les MJ, je vais chercher juste comment il appelle MJ parce que c'est aussi génial. Et je suis incapable de le dire. Ah oui, la fatalité, ça s'appelle. Ben, forcément. Ouais, bah ouais, ça va bien. Dire. Bien trouvé. Ouais. Donc, ça, c'est. On fait la carte comme au poker. Et cette carte-là, il peut être utilisée pour ton destin, pour aller plus loin dans tes actions, etc. Je tiens à dire quand même que je n'ai pas pu le tester. C'était prévu dans mon planning, mais pour X cause, je ne vais pas arriver à jouer. C'est pas grave. Ça n'empêchera pas que je le testerai. Parce qu'il faut que je fasse un petit retour au sujet. Mais encore une fois, c'est un des trucs que j'ai bien apprécié parce que la même façon de jouer, si tu es dans l'ambiance, si dans ta tête, tu as les références, etc., tu es dedans, quoi. Ouais. Il n'y a pas à aider, vraiment, à la limite, tu pourrais venir en costard avec ton chapeau et voilà, quoi. Tu viens jouer et tout est fait. Les bouquins, pour finir de bien achever, il y a un petit scénario de quand même une trentaine de pages, je trouve, il est très bien ficelé et qui te mène bien dans les premiers trucs, parce que forcément, dans les jeux que tu mènes quand même à les malfrats, c'est quand même délicat dans la façon que tu peux l'exprimer, je trouve, parce que faire un one-shot, c'est rigolo, faire un truc plus long, ça peut être lourdasse à un moment donné, mais ça dépend comment c'est mené. Compte tenu que ce personnage, finalement, il va avoir un côté vraiment attachant, parce que oui, effectivement, c'est des voleurs, ils vont faire des coups bas par-ci, par-là, ils vont, etc. Mais finalement, ces coups, ça va être amené sur un autre gars, d'un autre gang, etc. Ouais, bon, si, ouais, c'est pas le gentil, on va pas se tromper, mais ils sont quand même un côté attachant qui tu peux vraiment à développer. Bon, on peut parler plein des BD comics ou des films qui, ça, ils l'ont amené. Mais c'est pas du tout le même langage. Ils menaient une partie des rôles sur ça pourrait être compliqué. Mais voilà, pour moi, c'était un coup de cœur à le lire. Je passais un super moment à le lire. L'univers a l'air très sympa. Ouais. J'ai découvert des expressions tout azimut que j'avais déjà entendues. Ça m'a pas si choqué que ça, parce qu'un des critiques, c'était même pas une critique. Il avait dit que j'avais entendu des gens dire que si tu n'avais pas les références de l'univers, tu avais du mal à rentrer dedans. Bon, je suis mitigé. Effectivement, il faut avoir un peu quand même les références de cinéma noir. Mais moi, j'ai plus les références de cinéma noir que là, par exemple, oui, j'ai vu plein de films de la grande époque hollywoodienne, etc. Je ne sais même pas comment il s'appelle en français, donc je vais pas essayer de répéter tous les films. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. C'est ça, toute cette série, et plein des autres. Hein. Donc là, toutes les références à cinéma, je l'avais parce que je n'ai vu beaucoup. Les cinémas, la référence des adaptations françaises sur ce côté plus les méchants, parce que quand même dans les cinémas noirs américains, c'est toujours un héros quand même qui mène. Ça pourrait être un anti-héros, ça pourrait être un peu un héros déchu, mais c'est quand même un héros. Dans tous les cas, même s'il y a des mafias, des personnages hyper attachants, il y a toujours cette côté, cette charme de ce film où il y a les méchants mafieux, il y a tellement de clichés dedans que tu finis pour kiffer, quoi. Il y avait les acteurs clés que tu faisais toujours les mêmes rôles, etc. Bref, on ne va pas revenir là-dessus, on pourrait s'étendre à bien longtemps. Même si je n'avais pas tant de références, hormis les films de Tonton Flingueur, et moi je n'ai eu aucun souci à rentrer là-dedans, mais aucun souci. Au début, peut-être la première page, j'étais un peu waouh. Mais si ça part en argot direct, je te laisse carrément toi, fais-toi apprécier que tu l'as pas lu, ça c'est cache d'entrée du jeu, tout est dedans. Hein. Alors j'entrais dans la cave, une lampe suspendue pointée sur Dédé l'élégant, ligoté comme un jambon. Je restais interloqué devant sa trogne d'elfe en bouillie, savâté comme il était, les os fracassés dans les angles impossibles. Il allait devoir revoir ses ambitions à la baisse, le gigolo de Lutetia. Excellent. Ouais. J'arrête de lire, je vous laisse la surprise. Ouais. Bon, ça c'est l'intro quand même, en tout cas. C'est juste... Effectivement, le langage, oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est trop bien.
Oui, non, mais tout, même dans les descriptions, Ouais. dans les choix des noms des personnages, les choix des actions, les choix des cartes, etc. Après, c'est vrai que peut-être pour les gens plus jeunes, qui ont un peu moins de références, Peut-être, ça peut-être. peut être l'argot Cela ancien étant dit, ça pourrait être aussi une bonne excuse pour pour s'y les mettre. découvrir. Exactement, c'est toujours pareil, la curiosité. Ouais, tout à fait, parce que mine de rien, c'est un univers intéressant, Ah ben oui, ouais. particulier, qui s'est très focalisé sur une époque très précise du cinéma quand il est sorti. D'où même que du cinéma noir hollywoodien. Ça a été focalisé sur une époque et après il a eu des cessés de revenir sur certains où il a marqué certains esprits, mais cette essence qu'il avait ce cinéma, il n'a jamais été repris. Quoi. Et je pense que tous les films français sur ce thème-là, pour moi, c'était à peu près la même chose. Quoi. Oui. Il a eu une époque, il a sorti plusieurs. Sur ce thème-là, peut-être étalé sur 10 ans, je ne sais pas, ça devait être entre les années 60-70 à peu près. Oui, ouais, voilà, jusqu'aux années 70. Il s'est arrêté. C'est bon, c'est mauvais, je ne sais rien. Il y a chaque époque son film, on va dire, ça pourrait être comme ça. Ce n'est pas pour ça qu'il faut les voir. Effectivement, il y a un langage particulier, effectivement, c'est pas l'imagerie actuelle des films tout couleur, tout azimut, effets spéciaux, etc. Mais tu passes un super moment, quoi. Ah oui, bah oui, parce que tout, c'est beaucoup dans les dialogues, c'est beaucoup dans les situations. C'est ça. Il n'y a pas besoin d'effets spéciaux. Et justement, tout est dans les allures, tout est dans la situation, donc un jeu de rôle. C'est ça. C'est presque fait pour, on va dire. Je ne peux rien critiquer dans le sens que un petit travail comme ça, artisanal, fait pour quelqu'un, PDF gratuit, les bouquins, même s'il est plus disponible, c'était à un prix irrisoire. C'est bravo, quoi. C'est bravo. Il y a une jolie édition, même un truc plus poussé dans un temps, ça serait mérité. Je pense, il y a à quoi faire du matériel. Sous la condition, c'est-à-dire peut-être que ça ne sera jamais arrivé, mais sur les conditions de ne pas perdre l'esprit. Quoi. Parce que ça c'est ça que ça m'a touché, et ça que j'aime bien de ces jeux indépendants, c'est que quand ils sont vraiment un esprit, un âme qui a été imprégné dedans. Soit pour un hommage, ça c'est vraiment pour passion, parce qu'on voit bien que pour avoir fait, c'est un travail de ouf, quoi, pour trouver ce langage, etc. Soit tu es vraiment imprégné de tout cet univers et de ton langage, ou tu as fait des recherches jusqu'à te fatiguer, vraiment de langage, mais on voit que même les écrivains purs qui l'écrivent sur une certaine ambiance, d'une certaine façon, ils sont c'est un investissement. Ah quoi. oui, bien sûr. C'est un investissement. C'est d'autant plus louable que de le mettre gratuit à disposition. Quoi, parce je pense que je sans doute mettrai les liens sur la page pour que vous pouvez les faire. Tous ceux qui ne sont pas peurs de découvrir, tous ceux qui ne sont pas peurs, pour moi, c'est, je ne vais pas dire un immanquable parce que peut-être ça sera exagéré, mais c'est vraiment une belle expérience, comme tu dis. Il y a un bon moment, il y a quelque chose vraiment pour s'amuser. Je suis convaincu, je me tiens à moi que ça, on peut passer un moment à table, mais à mourir derrière. Oui, ben c'est les livres noirs, les dialogues un peu, les dialogues à la Audiard, en mettant un peu plus récemment à la Kaamelott, avec un esprit un peu fantastique, ça peut être cool. Oui. Ça me fait penser à un mélange entre Grimm et les films de Michel Audiard. Oui, c'est un peu ça, parce que vraiment, les marioles, c'est que être surnaturel. Les humains, c'est le reste, c'est les normaux, quoi. C'est lui qui tient la société. Et en fait, bon, il te l'explique, mais encore une fois, je n'ai pas envie de trop spoiler, que quand ils sont revenus cette race-là, ils se sont été mis à l'écart de la société, donc ils sont devenus les bas-fonds de la société. Et de là qu'ils sont devenus toute cette féerie noire, quoi. Non, mais c'est rigolo parce que ça ramène aussi un peu à des productions qu'on a pu voir, style la production de Netflix avec Will Smith. C'est Bright.
Oui, Bright, Un petit normalement il devait peu. Et sortir. après, ça fait penser aussi un petit peu à C'est de 2021, je sais pas. Amazon aussi, sur Amazon. Est-ce qu'il a des inspirations? Je vais dire. Je me- C'était quoi la série avec Orlando Bloom sur Amazon Carnival Row. Carnival Row. C'est très différent par contre. Ouais, non, Carnival mais, Row, c'est vraiment un autre oui, chose. oui, Hein. oui, oui, mais dans enfin, c'est le. Bright encore, même si Bright s'est amené sur une époque actuelle. C'est pas du tout pareil. Ouais. Mais Bright, c'est le mélange des races. si on les met dans les contextes des jeux de rôle, Bright, s'il c'est a autre. quelque chose l'a inspiré, c'est Shadowrun. Ouais. Shadowrun. Le Shadowrun, c'est exactement ça, c'est le cyberpunk où toute la magie est revenue. Oui, oui, oui. Donc, entre d'autres, sans doute, hein, mais bon. Ah, mais là, c'est en version française, quoi. Film noir d'époque et tout. Non, c'est Ouais, cool. mais ça, il y a un côté quand même rigolo que je ne trouve pas sur l'autre, hein, tu Mais sais. non, 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 bien sûr. Il y a un truc, quelque chose que tu vas venir à piocher là-dedans, il y a t'amuser en faisant ces malfrats. Il est fait que tout sur la table soit des malfrats, Ouais. ça ramène quoi. Oui, oui. Il y a un truc, il est déjà exprimé là, mais que je pense que ça, tous qu'on pense à ce genre de film, c'est l'honneur entre les rejetés quoi. Tous entre eux, il y a un respect. Bon, après, on va chercher les couteaux pour se foutre pour les deux, mais ça, c'est autre Oui, question. parce qu'après, il y a la question d'argent aussi. Voilà. Il y a les intérêts aussi. Voilà, tous les petits coups bas qui vont passer par-ci par-là. Mais au moins, en apparence, il y a tout. Mais c'est que entre eux ou il y a moyen qu'il y ait des humains qui soient pris dans le feu de l'action Ah, si, Ah, eux, quand même. Ah, ben oui, bien C'est sûr. pas qu'entre eux. Non, Si c'est pas c'est qu'entre pas eux. Il est cool, ici, tous les braquages, etc., ça va être des endroits menés pour des humains, etc. C'est juste les personnages joueurs, ils ne sont pas humains. D'accord. Mais il y a des personnages non joueurs ce sont des humains. Cher à canon. Ouais. Donc voilà, coup de cœur de cette mois-ci. Bon, je l'avais reçu il y a quelques semaines, mais je l'ai lu que pendant cet été, au début. Et je l'ai gardé pour cette fois-ci pour en parler. Voilà. Donc je sais, cette petite chronique, parce que c'est aussi un petit bouquin, mais c'est pas parce que c'est petit que c'est mauvais. Ouais, non, pas du tout. Voilà. Donc, allez-y, c'est intéressant. N'hésitez pas une seconde. Et comme je dis, les PDF, c'est gratuit. C'est gratuit, quoi. Il faut foncer. Il faut foncer. Voilà, c'est juste pour la lecture, ça mérite, quoi. Mm. Bon, tu vas commencer à parler de quoi? Ah, là, moi, par la BD. On va commencer par la BD. Allez, donc, le on coup- est à quelle heure là? On va finir d'ici Ah, 2-3 heures. 3 heures. Donc, je vais parler d'un comics pour être plus précis, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est, je sais pas si avec le truc on le voit, The Last Ronin, les Tortues Ninja. Alors, ouais, ça peut paraître bizarre de parler de ça, mais c'est une BD, ça a été mon coup de cœur du mois d'août, je pense. Et ça a été, Et moi, c'était mon coup de corde de l'année dernière. Ah ou ouais, l'an dernier. ça a été une lecture, puisque moi j'ai découvert son existence il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup je l'ai commandé, je l'ai lu dans la foulée, et effectivement ça a été le coup de cœur des vacances. Donc qu'est-ce que c'est cet ouvrage ? Donc, dont le vrai titre est Teenage Mutant Ninja Turtle Last Ronin, publié aux États-Unis en 2022 par IDW Publishing. En France, c'est Bragelonne qui a repris via sa collection iComic, et c'est sorti en novembre 2022 en France. Bien sûr, aux États-Unis, ça commence toujours par une sortie sérielle. Donc ça a commencé par les petits volumes avant la sortie du gros volume. Donc il y a eu 5 petits... Qu'est-ce qu'ici, il serait gentil de traduire un peu plus vite? Ça serait cool quand même. Et donc il y avait eu 5 petits volumes au préalable, et c'est une série qui a commencé en 2020. Ça a été publié de 2020 à 2022. Donc c'est un livre qui a été essentiellement dessiné par Esao, je ne sais pas comment on prononce son nom, par les frères Escorza, on va dire, pour la trame principale. Ensuite il y a Ben Bishop qui intervient dessus, et bien sûr Kevin Eastman qui a participé beaucoup à tout ce qui est croquis. L'histoire, c'est à lui que je sache. Oui, bien sûr. L'histoire est entièrement à lui. C'est ça. Et Laird, c'est-à-dire les deux créateurs originels. Mais je pense que des sur Tortues celui-là, il était plus Eastman. Oui, ils ont juste demandé l'accord de Laird, savoir s'il était d'accord. C'est dans
en fait, c'est dans l'association, il en parle et c'est très intéressant. Oui. Ça y est, on va commencer à digresser. C'est ça, c'est ça. Sur les. Je l'ai là d'ailleurs, ben, je le sortirai. Les classiques de Tortue Ninja, il y a plein d'interviews, hein, eux qui parlent depuis le début de la création de Tortue Ninja. Petit à petit, les studios, ils grandissaient, ils prenaient des formes, ils devaient prendre des dessinateurs parce que finalement, ils ont eux deux commencé à gratter des papiers. Ils sortaient les numéros presque agrafés comme ils pouvaient. Il y a un peu de temps, ils ont pris des volumes. Ouais. Il y en a l'arrivée de la série des années 90. 90 fin des années 80. Ouais, c'est 87, je crois. Ouais, c'est ça. Là, c'était les grandes explosions, mais c'est pas pour autant qu'ils sont appelés, qui sont changés. D'ailleurs, je pense que tu en parleras sur les changements de ton entre les dessins animés très connus et les vrais comics. Oui, parce que le vrai comics n'est pas du tout la série animée qu'on a connue. Ouais. Non. Même les autres séries animées qui se rapprochent un peu plus, ça reste d'un tout public, alors que de base, c'était pas du tout public. En fait. Je pense que c'est lui qui se rapproche le plus, c'est les premiers films Tortue Ninja. Oui. Parce que dans le deuxième, déjà, ça est beaucoup édulcoré. Ouais. Bon, et après, on va pas parler des. Oui. Mais les premiers films Tortue Ninja, je pense. Il y avait un côté sombre au premier. Oui. C'est vraiment l'équilibre exact qu'il avait dans les classiques, quoi. Ouais, un peu moins violent que la BD de base, quand même. C'est moins sanglant. Oui. Ça restait un peu plus tout public. Mais c'est vrai que le premier Tortue Ninja, là, le premier film, est plus pour ados. Alors que déjà, à partir de Tortue Ninja 2, un enfant peut aller le voir. Bon, et après, le niveau va avec, quoi. Et bon, Tortue Ninja 3, on n'en parle pas. C'est un film ça n'existe pas. J'arrête, parce que sinon, je vais trop spoiler toute la chronique d'entrée du jeu. Et donc, scénarisé par Kevin Eastman et Peter Laird et Tom Waltz. Donc, et donc, on va s'intéresser un peu plus à Kevin Eastman et Peter Laird, puisque c'est les deux créateurs originels de la série. Donc, Kevin Eastman, à la base, est un fan de dessin qui a appris à dessiner en autodidacte. Alors, c'est très rigolo parce qu'il a appris en imitant ses dessinateurs préférés. Donc, il a imité notamment Jack Kirby, Russ Ells et John Severin. Donc, mais sa référence absolue, c'est Kirby. C'est Kirby, oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, c'est la référence absolue de beaucoup de gens. Non, mais lui, vraiment. Oui, on le sait. Mais dans j'ai tellement lu que Kirby, je me retiens. Kirby est un peu il a marqué leur style, même la façon de faire. Il y a des encadrages, etc. Dans les classiques, j'en parle. On parle des premiers bien sûr. Qui marquaient leurs esprits. Il y a des choses qu'ils ont cherchées justement parce qu'il y avait beaucoup d'admiration pour Kirby, pour son œuvre. C'est ça. Bon, d'ailleurs, Kirby, pour situer un petit peu le personnage, pour ceux qui ne connaissent pas, son surnom, c'est The King of Comics. Comment ça, on ne connaisse pas? On ne sait pas, il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Pas ça, je plaisante. Voilà. Et donc, le surnom de Jack Kirby, c'est The King of Comics. Parce que bon, voilà, le gars, c'est le papa, par exemple, de Captain America. C'est lui qui a cofondé, en gros, tout Marvel avec Stan Lee, en fait, dans les années 60. Plus que Stan Lee, d'ailleurs. Voilà, oui. C'est lui qui est à la base des 4 Fantastiques, de Hulk, de Thor, des X-Men, des Avengers aussi. Donc voilà, c'est un gars qui pèse dans le monde du comics et dans le monde dans le monde geek, dans le monde donc on parle beaucoup de Stan Lee, mais voilà, Kirby a apporté énormément de choses. Ah, mais Stan Lee, c'est un peu les visages publics, c'est pas qu'il n'a pas créé les personnages, mais les poids vraiment et en plus les contenus plus adultes, ils viennent de Kirby. Bref, allez. Donc Kevin Eastman, il rencontre Peter Laird dans les années 80. Ils deviennent très rapidement amis et ont des affinités au niveau de la création. Et donc très rapidement, ils se mettent à dessiner ensemble et à écrire des scénarios. Et pour réussir à publier leurs ouvrages, ils décident ensemble de créer une maison d'édition qui s'appelle Mirage Studio, qui a été créée en 1983 afin de publier les premières pages des Tortues Ninja. Et c'est très rigolo puisqu'en fait, ils ont fait un prêt
auprès de l'oncle de Eastman, je crois. Et c'est un truc du style. Alors, les chiffres changent selon les sources d'interview. Donc, ils ont emprunté entre 1200 et 3000 dollars pour mettre. Mais c'est une somme irrisoire. Oui, c'est vraiment parce que c'était en fait les Tortues Ninja à la base c'était plus une sorte de fanzine qu'autre chose. Et en fait, il y a quand même quelques librairies de comics qui ont commencé à distribuer le fanzine. Et très rapidement, ils ont eu un retour de fou où le peu de librairies qu'il avait leur demandaient à chaque fois des réapprovisionnements. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître et que ça a explosé en fait. Et donc, début des Tortues Ninja, 1984. Ça a 2 ans de plus que moi, les Tortues Ninja, c'est un truc de fou. Et pour ceux qui ont donc fait un coma pendant une quarantaine d'années, qu'est-ce que c'est les Tortues Ninja? C'est un phénomène culturel et un phénomène de la culture de l'imaginaire et de la pop culture immense. Bon, surtout dans les années 80-90, ça a été le pinacle de leur carrière. Et même si ça revient un peu, c'est revenu un peu dans les années 2010 avec quelques séries animées qui ont relancé un petit peu l'intérêt et quelques reboots aussi de comics qui ont permis de se réintéresser, même des crossovers avec Batman, avec les Power Rangers, j'ai vu. Alors le crossover avec Batman, c'est pour la version ado. Le crossover avec les Power Rangers, c'est pour la version un peu plus. Quoique le crossover Batman, j'ai lu les 3 volumes qu'il y a. Il y a 3 volumes. Pas 3 comics, 3 volumes. Oui, vraiment, 3 volumes. Et ça passe super bien. Il est super bien foutu. Et en fait, comme dans les concepts des Tortues Ninja des bases, il y a déjà les concepts des voyages, multi-univers, etc. C'était trop facile, quoi. Puis c'est propre, c'est propre aux comics, ce truc de c'est crossover. ça. Parce qu'en gros, sur les premiers volumes, c'est les Tortues Ninja qui débarquent à Gotham. Sur les deuxièmes, c'est Batman qui débarque sur New York. Avec une baston mémorable avec Shredder, d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Et donc, sur les 3e, c'est Mitch, tout comme ça. L'univers, il va casser, tout va péter. C'est bon, ça, c'est les histoires qu'on aime. C'est ça. Et donc, ça relate les Tortues Ninja relatent l'aventure plus ou moins sanglante. Là, ça dépend justement des cycles scénaristiques et des supports de 4 tortues mutantes que sont Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello, et de leur père adoptif et maître en arts martiaux, Splinter, qui est un mutant aussi, mais un rat, lui. L'histoire se passe à New York et le dessein des tortues, c'est d'essayer de dissimuler leur existence au maximum, mais en même temps de sauver un maximum de gens, puisqu'ils ont les valeurs que leur a inculquées Splinter, c'est-à-dire les valeurs martiales et les valeurs d'aide à son prochain, avec les moyens qu'ils ont. Juste que c'est des ados. C'est des ados aussi, et donc ils ont des comportements d'ados, forcément. Mais d'autant plus compliqué parce qu'ils ont des comportements d'ados, donc ils se cherchent un petit peu. Et en même temps, ils doivent lutter contre des dangers grandissants. C'est-à-dire que ça commence par la lutte contre le clan des foot avec Shredder. Après, on arrive avec Krang et bien d'autres mutants. C'est-à-dire que ça commence par une menace sur la ville et ça finit par une menace interplanétaire avec des gens avec des antagonistes toujours super bien écrits et qui c'est vraiment à lire en fait, ou à voir même en dessin animé, puisque la série des années 80 reste... D'autant plus choquant, c'est parce que, pour ceux qui ne sont pas la référence, les personnages qui sont devenus les méchants marquants dans les comics classiques, ils sont quand même importants, mais ils apparaissent bien mineurs, quoi. Notamment Krang. C'est encore Reader, il est venu, revenu, il a patchaqué, il a fait des trucs, mais quand même, il n'est pas présent, il est très loin d'être présent tout le temps. Alors que c'est le méchant iconique. Mais Krang, là, ça a été complètement reformulé. C'est vraiment curieux comment il entrait un moyen et l'autre, ça a complètement chamboulé. Oui, bien sûr. D'ailleurs, à l'origine, la série a un ton très sombre, voire très sombre et sanglant, et tout en noir et blanc. Le
il s'inspire beaucoup. Le Eastman, il adorait Daredevil, notamment le Daredevil de Frank Miller. Donc ils ont voulu donner un petit peu ce ton. D'ailleurs, je vais les faire même pour la forme. Ouais. Et à la base, il faut savoir que les Tortues Ninja étaient censés être un one-shot avant que ça devienne un phénomène de librairie. Pour ceux qui nous connaissent, les premières Tortues Ninja, c'est ça. J'essaie de faire pour la lumière, ça, c'est les premières. Et ça, c'est une page vraiment qui sont pris du temps à faire, hein, parce qu'il y a des autres qui ne savent pas du tout ça, quoi. Allez, on prend ça, c'est vraiment comme il veut, mais c'est hyper cool, quand même. Ah oui, ben oui. Et donc, devant le succès phénoménal, ben, c'est plus un one-shot, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'ils avaient moyen de vivre de ça, ils ont bien raison de faire. D'ailleurs, ils ont dessiné l'arc de Eastman et de Laird dure de 1984 à 1996, ce qui est quand même assez énorme pour seulement 2 créateurs, d'avoir duré aussi longtemps. Ils reviennent... Et d'ailleurs, ils se sont vachement stressés. C'est ça. Donc, leur bébé va prendre un ton plus tout public avec l'arrivée de nouveaux investisseurs, notamment pour les séries animées et notamment les fabricants de jouets. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dans les années 80, fin des années 80, fin des années 90, les séries de dessins animés, c'était fait pour vendre des jouets. Avant tout, c'était pas pour raconter des histoires, on doit vendre des jouets aux enfants, du coup. C'était impossible d'adapter la série telle que vient de vous le montrer Jaume, parce que ils auraient vendu aucun jouet, hein, concrètement. Ils auraient vendu quelques figurines à des ados boutonneux. Mais de mémoire, je pense qu'ils sont même des bites. Voilà, ça aurait pas autant marché s'ils n'avaient pas changé le temps. Il faut savoir que les Tortues Ninja sont restées un phénomène énormissime jusqu'au début des années 2000 où il y a eu une petite perte de vitesse. C'est d'ailleurs le moment où Eastman et Laird cèdent leurs droits. Ils ont vendu leurs droits à des maisons de publication et tout ça. Ok. Voilà. Bon, ils doivent toucher toujours des royalties et tout, mais je pense qu'ils ont gardé un œil. Ils doivent avoir un droit de regard, mais en fait, c'est plus eux qui dessinent, c'est plus eux qui scénarisent. C'est-à-dire qu'ils ont lâché l'affaire à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs types de séries, il y a eu plusieurs comics, il y a eu une sorte de multivers du comics qui s'est créé à partir de là. Et c'est là qu'on vient se rattacher à la BD de l'Astronaut. Donc ils ont vendu leurs droits en 1999, si je me souviens bien. Et de 1999 jusqu'au moment de The Last Ronin, à savoir, ils ont commencé à en parler avec Tom Waltz, qui était aux manettes d'un arc scénaristique en fait, des Tortues Ninja. Il avait créé 100 petits volumes, ils avaient fait en gros 100 chapitres, Tom Waltz avait fait 100 chapitres. Et en fait, pour fêter son 100e chapitre, il s'est rapproché de Eastman et de Laird pour faire un one-shot spécial qui est The Last Ronin. Ce qui fait que pendant 20 ans, en gros, Eastman et Laird n'ont pas touché à leur bébé. Et c'est sur l'appel de Tom Waltz qui avait bien relancé la partie comics qu'ils reviennent aux manettes pour... Après, je ne veux pas dire déconner, mais je pense qu'il y a un droit de regard, parce que même dans toutes les séries comics, hein, je parle, dans les séries, télévision, tout ça, je n'ai aucune idée, les nouvelles, parce que je sais que c'est sur les premières quand même où ils sont validés, les concepts. Après, ils ont accepté de tout descendre, mais ils ont validé. Parce que c'était une opportunité de business. C'est ce qui les a fait rentrer dans l'histoire, hein, parce que clairement, c'est la série mais tout ce qui est venu après, les classiques, ça fait en tout. Bon, ils ont publié une chier de comics faits pour eux. Bon, à moitié, ils te l'expliquent, hein, après, à moitié de leur histoire, Mirage, ils commencent à embaucher des dessinateurs. Il a changé sa façon de travailler parce que ça n'arrivait plus. Mais après toutes les séries, la série a été relancée avec un nouveau origin story, tout ça. Un nouveau méchant, ou la reprise des méchants, mais dans un dessin plus moderne, plus actuel, etc. Mais il était assez respectueux sur la série, quoi. C'était pas sur les tonnes les comics actuels qui continuent à sortir, la série, sont quand même sur un ton plus sérieux. Mais les comics ont toujours été plus
marqué ado que les séries animées qui sont plus orientées tout public, ou le dernier film au cinéma qui est vraiment Sachant du tout que public. moi, la connotation ado, je kiffe pas des masses, quoi, parce que c'est pas. Non, mais voilà, quand je dis... C'est plus stress, plus. Voilà, moi quand je dis, quand je dis ado, c'est les BD clairement, et The Last Ronin, il déroge pas. Un gamin de 6 ans ne peut pas Non, le non, lire. c'est les dames Quand je minima. dis, voilà. Mais là, pour moi, Arjolaine, c'est un comics adulte. Oui, bien sûr. C'est même pas autant les comics, les séries, parce que l'Arjolaine, quand même, il touche à des thèmes plus Oui, sérieux, oui, etc. Donc, quand je parle de classification ado, c'est parce que j'ai profondément toutes les librairies, si quelqu'un m'écoute, Cultura, compagnie, toutes les librairies, il y a les nouvelles adolescents. Il apparaissent certains Oui, non, bouquins. mais non. Les Harry Potter, il est classifié dans les nouvelles adolescents. Mais qu'est-ce que. Si tu es adulte, tu n'as plus le droit de C'est lire ça, ça, c'est exactement. fini. C'est fini. Eragon, par exemple, il est classé dans la nouvelle. C'est fini. C'est pas adolescent, c'est juvénile, pardon. Oui. Ah, c'est fini. Non, hop, toi 40, plus 18, toi arrête. Bon, après, si on s'arrêtait là, effectivement, nous on ne lirait plus de BD parce qu'on a 40 balais. Ah, mais moi je n'aime pas beaucoup cette classification ouais, de la boutique. Je sais qu'il vient Moi, de certaines traditions, mais ça aurait bien à Moi, dire que voilà. la fantasy, bon, je dis ça, mais il y a quand même une section fantasy, science-fiction bien Oui. plus adulte. Mais ça veut dire que la fantasy, même la fantasy plus light, on va dire, plus légère, il est destiné que pour cette public-là. Bah, en fait, Bon. moi, tu vois, j'avais jamais Ça me fatigue vraiment un peu. réfléchi à ça, mais moi, quand je dis ado, moi c'est ado et plus, en fait. C'est-à-dire Oui, que c'est à voilà, partir de. c'est à partir d'eux. C'est-à-dire que je le prends plutôt comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que je n'avais pas réfléchi au fait que. Ouais, après, on aime bien tout rentrer dans des cases. C'est un peu le problème. On crée des cases pour tout et on crée des problèmes pour tout. C'est ça, c'est ça. Bon, et donc ils reviennent aux manettes, et ils reviennent aux manettes pour un chef-d'œuvre, hein, voilà, The Last Ronin. De quoi ça nous parle? Donc The Last Ronin. Là, les risques de spoilers sont forts, Alors, je pense. Alors le truc, c'est que d'entrée de jeu, Ouais. tout est clair Tout d'entrée de de jeu. même, s'il y a quelqu'un qui ne souhaite pas, comme il aura un chapitrage qui saute quelques minutes. C'est ça, parce que je vais parler de trucs qui vont peut-être choquer. Hein. Non, Mais- pas choqué, je m'en fous. Mais qui sont connus, c'est dès les premières pages. Je veux dire, Ouais. c'est pas au milieu du bouquin qu'on découvre. Ouais, je pense qu'on spoilera un peu plus. Voilà, donc je vais spoiler un petit peu, et ça c'est évident, je vais pas dire comment ça finit bien évidemment. Ouais. Mais Bah, voilà. bon, je risque que oui. Voilà. Mais en gros, The Last Ronin, c'est le Requiem des tortues, hein, pour ceux qui ont du vocabulaire, le Requiem. Donc l'histoire se déroule dans un futur plus ou moins proche, un futur bien évidemment dystopique, hein, sinon ça serait pas marrant. Ça se passe dans un New York qui est dominé par le clan des Foot, dont le chef n'est d'autre que le petit-fils de Shredder. Donc c'est la fille, pour ceux qui connaissent un peu la série, c'est le fils de Kara, qui est une guerrière peut-être même plus redoutable que son père Shredder, hein, puisqu'elle a foutu quand même bien la merde comparé à son père. Dans une ville qui est très empreinte de cyberpunk. Hein. Oui, C'est cyberpunk à mort, avec plusieurs niveaux physiques et sociaux, hein, c'est-à-dire que le niveau bas c'est la plèbe, ceux qui n'ont pas de droits, et plus on monte et plus on est dans les parties aisées, et ceux qui ont des droits, donc en contrepartie soit d'argent, soit ils vendent de leurs âmes, enfin bon, voilà, on est dans un ordre dictatorial avec, où là il y a une rébellion qui est présente forcément, mais qui est complètement dépassée par les événements parce que c'est pas les mêmes moyens. Avec la particularité qu'il est vraiment enfermé sur New York. Oui, Ils ont, c'est ça. je ne m'en souviens pas comment il a émané. Ils ont muré l'île de Manhattan en fait. C'est L'île ça. de Manhattan est murée et après au dehors, c'est la zone quoi. Ouais. On te fait comprendre qu'il y a d'autres humains en dehors. On ne sait pas trop comment ça se passe parce que c'est vraiment des bribes de ce qui se passe sur l'extérieur. Et après, il y a New York qui est un monde à part. Ça, il faut lire les faut lire. préquels C'est ça. qui sont faits après, même si c'est avant. Voilà. C'est ça. Et donc c'est dans ce contexte qu'arrive une tortue mutante dont on ne connaît pas l'identité, hein, donc qu'on peut appeler Ronin par exemple, et qui arbore un bandeau noir, donc
pas identifiable pour ceux qui connaissent les tortues, hein, puisque chaque tortue avait une couleur de bandeau. Donc là, c'est une couleur noire et elle porte toutes les armes des 4 tortues. C'est-à-dire qu'elle a les sailles, elle a les nunchakus, elle a des épées, elle a le bâton de Donatello, etc. Et donc, elle n'est pas du tout identifiable. Et ce Ronin donc, revient après des années d'exil. Et c'est là qu'on va rentrer dans le dur du sujet. Elle revient pour venger la mort de tous ses êtres chers. Donc, donc cette tortue a perdu son maître, a perdu ses frères. C'est les seuls survivants. Alors, et ses amis. Voilà. Et sans spoiler, c'est la tortue que moi on s'attend. C'est ça. Moi, pour mon point de vue. C'est ça. Et il vient donc finaliser un requiem sanglant car il n'a aucune illusion concernant l'issue de son combat. Lui, ce qu'il veut, c'est se battre contre son némésis et le faire tomber avec lui parce qu'il y a l'honneur de la famille, l'honneur du guerrier et l'honneur de ses frères et de ses amis qui sont en jeu. Donc ça, c'est le pitch de base. Et donc, on peut dire que l'histoire de The Last Ronin est bien dans l'air du temps, mais qui est très brillant. C'est-à-dire que cette histoire peut paraître banale au vu des productions actuelles et de ces dernières années, qui se plaît à mettre à mal nos héros préférés. Oui, donc, mais... Vu de l'extérieur, hein, je parle. Je parle de juste, on lit le 4e de couverture, on n'a pas ouvert encore le livre. Hein. C'est ça. On est clairement dans ce que quand même le comics a pu faire de mieux, du style Old Man Logan en 2017, Civil Wars dans une certaine mesure. Hein. Civil War, c'est pas ça. Alors, on est d'accord, hein, c'est pas dystopique, mais dans le fait de mettre à mal les héros et notamment qu'il y ait la mort de Captain America. Là, pour moi, c'est plus l'origine, et je pense que tu en parleras après. Ça vient c'est le mot que c'est à la mort qu'il a mis en amont avec Watchmen, qu'après c'était récupéré pour Miller avec les Batman. C'est côté. Les super-héros, en guillemets, oui, quand même, c'était des super-héros, ils s'arrêtent des comics tout brillants pour devenir quelque chose d'adulte, avec des enjeux vraiment majeurs. C'est ça. Après moi j'ai parlé de Civil War parce que je me souviens surtout de la scène qui m'a le plus marqué, qui reste quand même très sombre dans Civil War. Après, c'est un peu plus édulcoré parce que forcément, Civil War, c'était moins adulte, effectivement. Mais l'arc, moi, c'est surtout... Ok, c'était moins adulte, c'est le film de merde. Voilà. Mais la BD, moi, c'est l'arc qui s'intéresse à Captain America et à sa mort. Là, ça m'a rappelé un peu... L'évolution des personnages. Oui, voilà. Parce que, quand même... Allez, parenthèse très courte, avant Civil War, etc., même si les personnages, il n'a jamais été monocolore, si on a lu un peu de l'histoire. Moi, c'est pas du tout mon personnage préféré, mais là, on montre un côté presque anti-américain, mais pas anti-américain dans le sens anti-patriote, sinon qui va à l'encontre de ses principes. Voilà, c'est ça. Qui met devant cette patriotisme, ses principes, ils sont devant ça, son honneur, sa loyauté, il y a plein de trucs. D'ailleurs, c'est la clé de tout Civil War. Comics. Oui, comics, s'il vous plaît. Pas le film. Pas le film, s'il vous plaît. Trucs qui sont appelés Civil War. S'il n'aurait pas appelé Civil War, ça aurait passé. Ça aurait pu passer, hein. Mais pas Civil War. Mais ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Oui, c'est Civil War, c'est entre deux personnes. C'est ça. Bref, mais voilà, moi j'ai et d'ailleurs c'est au détour de Civil War que j'ai découvert que Captain America il était trop stylé en fait. Surtout dans c'est là où cet héritage il arrive. Donc ce truc qui ça a été, je pense que à la mort notamment et Frank Miller aussi, ça a été les papas de cette maturité qui sont éteintes pour aller plus loin sur ces personnages, pour les réinterpréter, ils vont en monter. Et l'avenir, c'est clairement ça. Oui. C'est la réinterprétation des personnages sur un côté franchement obscur. Parce que pourtant, on a dit que les premiers comics étaient. Obscur, je ne sais pas si serait la définition. C'était plus cru et plus réaliste. Voilà. C'était plus réaliste. Ça. Quand on s'est fracassé, on s'est fracassé. Il savait à mort, il y avait à mort. Quoi. C'est ça. Après, les personnages, il avait l'humour, qu'ils savaient déjà ça. C'était des ados assez perchés, etc. Là, c'est plus d'ados, c'est plus perché.
c'est fini Mais l'humour. là, voilà, et puis il s'est passé des années, c'est-à-dire que là, c'est un adulte qui revient pour se friter en tant que maître. Ouais. En tant que maître, parce qu'il a maîtrisé, il a appris, il a continué sa formation en arts martiaux, et donc il vient badass. C'est ça. Et donc la dernière référence, même si tu l'as dite, j'avais pris Batman The Dark Knight Returns, qui est une pépite. Une pépite Ouais, juste que ça, même du si on comics. l'avait parlé, je l'avais oublié quand on a parlé, Ouais. les papas de tout ça, c'est la mort. Oui, Il faut bien quand sûr, même bien les sûr. reconnaître. Ah oui, C'est oui, vraiment oui, c'est oui. lui qui l'a démarré. Après, ça a distillé, ça C'est lui a qui a- découlé voilà. de plusieurs versions. Sa idée d'origine, elle est devenue des autres choses, etc. Mais bon, c'est Oui, oui, c'est quand Alan- même vraiment bah son oui. idée qui. Alan Moore, il a montré que la BD, c'était pas que pour les gamins, Ouais. justement. C'est lui Et qui a apporté ça. toute la génération Mm. amour des auteurs anglais, parce que c'est quand même tout là Oui, qui oui. sont sortis, Warren Ellis, Neil Gaiman, etc., Oui, oui. toute cette génération-là. Bref, allez, j'arrête, pardon, excuse-moi. Non, mais c'est très intéressant. Mm. Et donc, voilà, Alan Moore et tout ça. Bon, mais nous, Revenons, mais nous ne trompons Je prévenu hein, qu'on en Ouais. passe à du Ouais, temps. on en passe. Mais nous ne nous trompons pas donc par rapport à ce que je disais. Donc sous ces airs de déjà vu, The Last Ronin est vraiment une pépite d'écriture en matière. Hein. Ne serait-ce que sur la scène d'intro, hein, une scène d'action hyper nerveuse, mais grandiose, avec des retournements de situation assez improbables. Dans l'histoire, il y a énormément de flashbacks qui nous éclairent sur le sort de nos héros, hein, puisque nous on est lâchés dans l'histoire comme ça, et de l'identité donc du Ronin, un héros hanté par le remords et la honte d'être le seul survivant de sa famille, hanté par les ombres de ses frères, hein, puisque littéralement il est vraiment hanté par les ombres de ses frères. Il discute. Je ne sais pas si la parole, ça serait hanté. Ouais, oui, mais il est. En tout cas, il parle régulièrement avec les fantômes de ses frères. On serait plus dans les schizophrénies que dans la hantise. C'est ça, ça l'a amené au bord de la folie. Hein. Le tout mettant en place petit à petit la fin inéluctable. Quoi. The Last Ronin est porté par des dessins et un sens de la mise en scène fantastique. Le futur dépeint est terne, sale, pluvieux, crasseux, sombre. Je crois que le seul moment où il y a un bout de soleil qui sort, c'est la dernière page. Quoi. C'est la dernière page, il y a un rayon de soleil, mais voilà, le reste, on est dans l'obscurité la plus totale. Donc quelques anecdotes quand même, histoire de donner un peu plus d'intérêt à ce volume. Donc il faut savoir que la première ébauche du scénario de The Last Ronin date de 1987. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, dès le début de l'histoire des Tortues Ninja, eh bien, les papas des Tortues Ninja, Eastman et Laird, avaient déjà prévu cette fin un peu dystopique, bon, qui a forcément été réadaptée depuis. Hein. C'est Tom Waltz qui aidera d'ailleurs Laird et Eastman à remettre au goût du jour une histoire scellée déjà depuis le début. Eastman, dans la postface d'ailleurs, dit que... dédicace de Last Ronin à John Kirby et Miller, et que cette dédicace de The Last Ronin appelle le tout premier tome des Tortues Ninja, puisque le tout premier tome des Tortues Ninja était dédié à Jack Kirby et à Frank Miller déjà à l'époque. Donc la boucle est bouclée, ouais. c'est quand même rigolo. Si, je peux confirmer, mais bon. Alors ouais, je sais pas si c'est si ça ouais, dans le gros tome ça devrait y être quand même. Si, je l'avais vu en plus. Hein. C'était vraiment exprimé clairement. Mais vas-y, continue. Ouais. Et donc dernier point très particulier aussi, c'est que la toute première tortue née du crayon de Eastman portait un nunchaku. Oui. C'est rigolo de se dire que le premier né, c'est Michelangelo. Donc, il faut savoir aussi que The Last Ronin, ça a été annoncé il y a 1 an maintenant, va avoir une adaptation en jeu vidéo, alors, qui a l'air très prometteur. Hein. Alors, je ne sais pas si le studio va être à la hauteur de ce qui a été annoncé, mais en gros, The Last Ronin va être adapté à un jeu vidéo à la manière de God of War. Donc, oui, s'ils arrivent à faire ça, ça va être énorme. Donc, en conclusion, foncez. Hein.
Là, je dirais que ça, foncez, lisez cette C'est dommage qu'on pépite. ne peut pas discuter sur les contenus Voilà. parce que c'est tellement des pépites C'est ça, dans si peu de pages que c'est ça, c'est les personnages, il est tellement classe. c'est ça, c'est ça. Il a tellement la classe, C'est etc. ça. C'est encore une fois les seuls trucs que tu dis. Bon, les jeux vidéo, je suis hypé. Oui. J'attends de quand même voir qu'est-ce que parce ça donne. Parce que des fois, les hype Si redescendent assez vraiment rapidement. il s'articule, pas juste une vraie histoire autour, Ah ça oui, peut être hein. hyper classe. Parce que l'histoire Euh, s'y prête, hein. Vraiment, hein. Après, est-ce que ceux qu'on connaît l'histoire, ils vont pas être un peu. Forcément. Ouais, voilà. Forcément. Mais Parce qu'il y a plein de trucs. c'est tout le sel des adaptations, c'est de Après, réussir encore à- une fois, je trouve, j'espère me tromper, que ce soit pas les malheurs comme c'est arrivé sur Old Logan. Ah non. Parce que Old Logan, c'est un volume dans les. Quand même, c'est Marvel, il y a moins de tradition de faire ça, à différence des DC, Oui, d'avoir vraiment des volumes indépendants complètement. des one-shots, ouais. Voilà, qui sont complètement hors l'univers, même si quand même après, machin. L'histoire de Old Logan, c'était. C'est pas du tout la même histoire parce que c'est un road movie sur comics. Il s'est mené de notre façon, il et son jeu sont menés de notre façon, mais à la fin, cette personnage, comme il est ténu, comme il est porté, il a envie qu'il soit avec lui parce que c'est ta rage contenue, c'est ta haine, tout ça qui t'amène et qui est avec lui, à la fin, tous les raisons, quoi. Oui, bien Tu sûr. avec lui, il te dit oui, pète la gueule. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est comme les mêmes moments. Bon, bref, je ne vais pas le spoiler. Mais malheureusement, après, ce personnage, comme les comics, il a marché. Il a été intégré comme le univers 300 mes couilles machin, que je ne sais rien. Il a commencé même à remplacer les Wolverine originels pendant je ne sais pas combien de numéros sur un épisode des multivers, où tout a collapsé et tous les personnages sont mélangés, machin, etc. Espérons que ce ne soit pas le cas. Et là, ça a été dommage. Bon, là, tu vas en parler, des préquels? Non, Ah, mais les préquels alors, sortent aux États-Unis en version reliée comme ça au mois de novembre. C'est-à-dire que Les préquels, tu veux dire? l'histoire préquelle là, j'ai vu qu'elle oui, sortait en édition reliée au mois de novembre. Ils sont sortis 4 ou 5, oui. il y a un relié, effectivement, C'est oui, ça. oui. Traduit donc un an ou deux. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, quoique là, Ils ont annoncé une suite en plus. ouais. Après, il faut pas trop tirer parce que ne serait-ce que ce volume se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin. Oui. La préquelle peut être intéressante à lire. Mais t'as rien. Moi, je l'ai pas prise encore parce que Parce que là, ça se suffit à ouais, lui-même. je ne sais pas si ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est ça, passé. c'est ça. Alors si c'est bien fait, ça peut être très intéressant, mais est-ce que après, ouais, voilà, pas trop tirer. Si on commence à faire 50 volumes, ce sera pas forcément, ça va perdre de son intérêt à un moment donné. Ouais. Tout à fait. Bon, du coup, mais pour ce volume-là, et dans ce monde qui tente de tout lisser et de pas choquer les gens, The Last Ronin fait le pari inverse de nous présenter une histoire dramatique et désespérée, habitée par un héros qui met sa vie en jeu pour sa famille et ses accomplissements de vengeance, et je redis, et qui est vraiment badass au possible. On navigue entre le feu des combats et la nostalgie de croiser des personnages chers et touchants au détour de ces fameux flashbacks. Vous regretterez définitivement pas l'investissement, qu'il soit pécunier ou qu'il soit émotionnel. Définitivement, D'autant plus, coup de cœur du mois d'août. D'autant plus que je pense que peu importe que vous ayez lu ou pas les Tortues Ninja, Pas besoin de les de références connaître à plus que plus ça. ou moins, je pense qu'on les saura. On sait qu'il serait 4 C'est ça. tortues et un maître. Donc voilà, C'est ça, c'est les seuls besoins qu'on a pour les lire. Casey Jones aussi, qui est ça. connu. Après, effectivement, si on a lu, on est plus attaché, C'est etc. ça. Mais juste l'effet de savoir qui c'était 4 à plus un mètre, voilà. Parce que les scènes de flashback où on voit les héros tomber, quoi, ça serre le cœur, quoi. Oui. Notamment la scène de Raphaël, elle est. Pouah. Là, tu viens de spoiler, mais bon. Ah, mais je dis que ça, la scène de Raphaël, c'est Mais magique. tu voulais pas dévoiler l'identité Voilà.
Ah bah vous savez que c'est pas Raphaël déjà le Ronin. Voilà, c'est ça. Après j'en dis pas plus. Ouais. Et donc juste pour finir comme d'habitude, pour situer un peu le goût des gens, sur Sens Critique il a eu 7,3 sur 10 sur 105 avis. Et sur Amazon où c'est l'endroit où il y a le plus d'avis, il a eu 4,8 sur 5. Donc pas étonné. vraiment, pépite sur pratiquement 6500 avis quand même. Ouais, ouais. Donc c'est une BD qui fait l'unanimité. Alors je ne veux pas dire que le fait que ça fasse l'unanimité fait que la BD est bien, mais parce que bon, il y a certains films qui font l'unanimité. Bon, voilà. Oui. Mais, Non, là, pour mais là, à le coup, l'occurrence, c'est mérité. foncé. C'est mérité, foncé. Et bon, comme il disait, même si l'expression n'est pas du tout dans The Last Ronin, hein, Kawabunga, hein, allez-y. C'est ça. Il est ni dans la Ronin, ni Non, dans les comics. C'est ça. D'ailleurs. C'est particulier. Ça a été inventé vraiment pour la série. Ouais. Exactement. Mais ça a tellement marché. Ça apparaît après dans les BD, mais ultérieur. Oui, mais la deuxième série, pas la série d'origine. C'est ça, non, voilà. Ah, quoique, je pense qu'il y a un moment donné qu'ils sortent. Mais Et puis normalement, dans les comics, les 4 frères ont les bandeaux rouges. Ils n'ont pas les couleurs différentes comme dans la série. Non. Après, c'est voulu. Après, quand ils ont c'est les couleurs blanc de et peau noir, différentes. tout ça. Quand il y a la couleur qui arrive, chaque ça. frère a une couleur de peau différente. Ouais. C'est pas le bandeau, c'est la couleur de peau qui les rend décelables. Donc voilà. Voilà. J'ai fini. Allez, allons-y. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en complément d'une BD qui ça a été aussi un coup de corps. C'est Carbone Silicium. C'est une BD de Mathieu Bablé, publié, je vais me cacher de les regarder carrément. 2018, non Oui, ça tombe par là, de mémoire. Non, 2020. 2020. Voilà. 2020. Donc, Mathieu Bablé, à ce jour, je pense que c'est un auteur déjà plus ou moins reconnu dans la BD française. Parce qu'à partir de cette œuvre, il a eu plusieurs. Pour l'instant, si je dis pas de conneries, c'était toujours sur les labels 619, tout qui ça a été publié. Il me semble aussi. Ouais, une maison d'édition, c'est le A24 de la BD. Un peu ça, parce que ça appartient à Ankama quand même. Ouais. Donc ils sont faits, ça doit être une branche d'Ankama. C'est la branche un peu indépendante. Je tiens à signaler, ça a été déjà dit à plusieurs fois, c'est que en plus d'être une belle édition, je ne sais pas si vous voyez quand même la taille, ça fait et savouré hein, pour ça. Presque 300 pages, couleur, et ça, celui-là, littéralement ça coûte 23 €. 23 € pour ça, c'est pas cher du tout. Hein. Ben, vous les prix que c'est pratique, en plus c'est une couverture avec toilette. On va comparer, hein, The Last Ronin, on compare la taille. Bon voilà, The Last Ronin c'est 30 balles. C'est ça. Donc il n'y a pas que celui-là, hein. Tous les bouquins des labels 619, je ne sais pas comment ils font, ça doit être un pari particulier. Mais c'est magnifique. Hein, voilà. En tout cas, Carbone et Silicium, c'est la BD clé qu'il a fait découvrir Mathieu Bablé. Il a énormément fait parler du bien de lui. Je feuillette. Oui, bien sûr. Qui a énormément fait parler du bien de lui. C'est un style particulier d'entrée de jeu. Il faut vraiment rentrer. Moi, j'aime. J'ai accroché de suite. Mais ça qui s'aime qu'il soit plus réaliste, ils auront des mal sur certaines façons de dessiner. Mais bon, c'est mineur, c'est des goûts de couleurs. Hein, les couleurs sont froides. Voilà, c'est chacun son truc là-dessus. Et vraiment, Mathieu Bablé, dans les BD, il s'est montré être une pointure sur les thèmes traités, sur les développements. Un des critiques, encore une fois, parce que je relis plein de choses qu'on aime, qu'il a été donné sur Carbone et Silicium. Il y a énormément de bonnes critiques, mais celles qui sont mauvaises ou celles qui sont incompréhensibles pour moi, ils disent, ils insistent que la BD il est trop engagé, qu'il a nous montrer la nature humaine, les côtés méchants, l'écologie, etc., trop écolo, machin. Donc bref, c'est que de conneries. Après, voilà. comme tu as dit, une œuvre d'art ne fait pas l'unanimité. Oui, non, mais il y a certains arguments que toi, tu n'aimes pas, parce que tu n'aimes pas les dessins, tu n'aimes pas l'histoire, tu n'aimes pas accrocher, etc.
tout est justifiable. Les goûts, les couleurs, chacun on les nôtres, nous approche. Les faits qu'ils soient déjà de la science-fiction, je ne vais même pas encore dévoiler qu'on parle, mais les faits qu'ils soient déjà de la science-fiction, ils n'accrochent pas tout le monde. Toutes ces valeurs sont justifiables, il n'y a aucun souci. Par contre, celui qui les lit pour dire ouais, c'était bien, mais si ça serait moins engagé, ça serait mieux. Je dis, mais ta gueule. Non, mais ta gueule. Écris une histoire. Écris et décide. Mais surtout, c'est qu'il n'a rien compris aux enjeux qui te parlent. Il y a beaucoup de gens qui c'est parce que comprennent sur une toile de fond engagée, que pour moi, les artistes, ils doivent être engagés. Mais ils peuvent l'être. Ils doivent peut-être être un peu trop forts, mais ils peuvent l'être. Ouais. Il a toujours mené. Surtout si c'est dans le propos de l'histoire. C'est ça. Voilà. Mais il a toujours. L'art, il a toujours mené la révolution silencieuse, c'est celle qui est sage. C'est la révolution de la culture. Il est changement. Donc, évidemment, que quand on est engagé dedans, j'apprécie, parce que ça va avec ma personnalité, il y a mes goûts. Mais. En double tente, hypnotisé, celui-là, effectivement, il y a une toile de fond engagée, mais ce n'est pas l'histoire. Oui. Et là, si on perd ça de vue, tu ne comprends pas qu'est-ce que tu es en train de lire, tout simplement. Tu n'as pas compris. Donc, voilà. De quoi ça parle, Carbone et Silicium. Donc, Carbone et Silicium, il parle de la création de 12 intelligences artificielles, Carbone et Silicium, que d'entrée de jeu, ça c'est dans les premières pages, carrément, ils ont accès à Internet. Il y a toutes les connaissances du monde, au même moment qu'ils les démarrent. Oui. On et poum. Oui, tous arrivent, pop, pop, et chacun génère sa personnalité. Donc, l'histoire, c'est ça. Tout parcours la vie de Carbone et Silicium. Notamment des carbones, mais silicium, il va et vient, c'est plus compliqué. En plein de réflexions, et finalement une histoire très humaine des 12 intelligences artificielles. C'est un peu un thème à la mode compliqué à parler en ce moment, mais là on parle vraiment des intelligences artificielles qui sont devenues des êtres vivants, qui sont vraiment en âme. Il n'a pas juste cet effet. Là, on est plus sur le Blade Runner que sur ChatGPT. Oui. C'est pas ce type d'intelligence artificielle. On arrivera bientôt, peut-être, mais voilà. L'histoire, il est hyper touchante et hyper attachante parce que pour des raisons que je ne veux pas trop spoiler, parler, etc., de ça. Tous les comics, ça fait sur des sauts temporels, des fois très longs, très longs. Et comme évolue, il y a un très peu de pages sur ces sauts temporels. Tout comprend l'environnement, qu'est-ce qui s'est passé, comment évoluer. Il t'a donné sur l'étape d'avant quelques pistes. Comme on devient ultra connecté, mais à l'extrême, vraiment connecté directement physiquement. Et des choses comme ça, mais l'effet d'être connecté, il fait aussi qu'on est plus proche des intelligences artificielles. Aussi, il y a des points où les intelligences artificielles ils sont déclarées des êtres humains avec des droits, etc. Donc tout ça, c'est une évolution, il y a plein des années. Mais finalement, dans tout ce parcours de toute cette vie, c'est une histoire presque d'amour, je dirais presque, parce qu'il y a quand même des petites connotations à donner dans cette histoire entre carbone et silicium. Ils ont besoin de l'un de l'autre. Non, franchement, je vais changer mes paroles. C'est une histoire d'amour entre carbone et silicium. Point. Donc, d'accord. C'est pas parce qu'ils niquent pas que c'est pas. Il n'y a pas besoin. Donc. Vraiment, moi, ça m'a touché, ça m'a mené, ça m'a emporté. Toute cette évolution qui porte à la société, comme je disais tout à l'heure, effectivement, il y a un côté engagé parce qu'il y a un côté critique sur ça, qu'est-ce qu'on peut devenir l'humanité et comment ils cherchent notre propre merde, mais désolé, c'est la vérité. Voilà. Ça a été tellement bien vu que même Alain Damasio, il fait un post-face.
en décrivant et en parlant. D'ailleurs, il est fait en post-phase parce que sinon, il spoilerait tellement de trucs. Ouais, mais il vaut mieux. Parce qu'il y a Ouais. certaines intros, des fois, C'est tu ça. te dis, putain, C'est pourquoi ça. j'ai lu ça, quoi. Spoiler, divulgacher, Oh là je sais rien. là, À ouais, vous, ça à vous fait chier. moment. Il y a certains comics, mais c'est horrible. Ouais. La préface, ça te spoil la moitié de la BD. T'es C'est là, ça. oh. C'est ça, mais tu vois, chaque fois c'est ça, c'est tous les sauts temporels Ouais, qui ouais. passent. Et les personnages, il y a Anton. La Moi, couleur, elle est magnifique. Hein, ouais, non, la mais colorimétrie. tout Pouah. y mène vers sans fond, vers une idée. Forcément, les premiers chapitres, les premiers, c'est là qui te présentent les personnages, pourquoi ils vont arriver plus loin, qu'est-ce qui se va passer, etc. Donc, c'est peut-être les plus longs, vraiment. Les Mais c'est ça années, qui fait que tu comprends ce qui suit, oui, en fait. oui, C'est oui. la mise en place un Parce peu longue. que effectivement, les années, ce n'est pas les années historiques, c'est les années de vie des personnages, Oui. en fait. Chaque D'accord. fois. Ce Ouais, n'est c'est pas que les 2030 ou les 2450 ou les 3000, etc. Ouais, ouais. C'est vraiment. L'âge que. C'est ça, l'âge qu'ils ont à chaque fois. Ils trouvent tout qu'ils sont après. Comment ils évoluent finalement, ça, parce que ça, c'est ta réflexion. Bon, on est beaucoup là sur Isaac Asimov, et on est beaucoup sur Ouais. Philippe Kadir, et cette réflexion sur vraiment euh, qu'est-ce qui nous définit comme être humain, parce que vraiment, c'est ça que beaucoup de gens ils perdent un peu sur les transcriptions des science-fiction. C'est que la science-fiction qui relève, quand on parle des répliquants qui sont entendus ou qui se prennent tout le moment, c'est pas en train de parler, je pense, bon, je suis sûr, hein, de ce que je dis. Il n'est pas en train de nous dire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on analyse si ces intelligences artificielles, ils sont humaines ou pas. Non, c'est une mise en abîme Oui. pour définir qu'est-ce qui nous rend humains, en fait. Mm. C'est ça la réalité. Ouais, ça a l'air très philosophique quand même comme. Oui, Sujet. oui. Non, bah, après, Enfin, très intime. c'est intime et philosophique en même temps, et c'est l'approche que tu peux en donner. Parce que tu peux lire l'histoire complètement linéaire, voir ce qui se passe sur les personnages, etc. À moi, c'est pas ça que ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché l'évolution, cette mise en question constante, etc. Reprendre ce grand thème de la science-fiction et avec un regard actuel aussi, parce que les critiques de la société qui passent derrière, il est très actuel, il est très fin sur certains points. Des autres plus grossiers ou qu'on pourrait dire, mais ça c'est la liberté de l'auteur, il a le droit d'interpréter l'avenir comme ça, il pète les couilles. Ah oui, il écrit l'histoire, c'est lui. Ben, voilà, C'est tout sa à fait. création. Et ça donne un ton, ça donne un ambi génial, quoi. Et ce thème, parce que, comme je disais, je reprends mes paroles, ce que je viens de dire, cette mise en abîme, ça te questionne à toi-même. Qu'est-ce que c'est être humain? Qu'est-ce que c'est vraiment qui nous porte? Où se trouve, si on peut aller vraiment plus loin sur un peu métaphysique, c'est quel notre âme ultime, quoi, on va dire. C'est ça. Il y a âme dans un sens métaphysique, Oui, pas bien dans sûr. un sens religieux, passons. Voilà. Dans un sens métaphysique. Et ça, il est là-dedans. Toutes ces questions, ils sont là-dedans. Forcément, quand tout ouvre que ça tient à elle-même, il ne te donne pas la réponse. C'est à toi de les trouver, c'est ce que tu les trouves. Hein. Parce qu'il y a des moments, franchement, c'est hyper touchant. La fin, moi personnellement, ça m'a déchiré, sans l'expoiler. Ça c'est. Waouh, c'est vraiment la preuve d'amour ultime. Vraiment, c'est pour ça que je corrige mes paroles quand je réfléchis à la fin. Oui, ben oui. C'est vraiment les preuves d'amour ultime là-dedans. Je conseille, en plus, il y a 2 éditions qui sont sorties. Une édition d'or, que ça coûte bien plus cher, hein, quand même, ça coûte 40 balles. Bon, plus cher 40 balles pour ça, c'est pas non plus. Oui. Mais bon, il y a un joli bandeau, la couverture, il est doré, etc. Mais le contenu, après, c'est identique. Hein. D'accord. Donc, celui-là. Déjà, l'édition de base, elle est balèze déjà. Oui. Vraiment. Hein. Oui. Mais là, la nouvelle édition qui est sortie, c'est l'édition d'or qui s'appelle, etc. Ouais. Et c'est génial. Moi, les styles, je reviens sur les styles de Mathieu Bablé, je trouve qu'il est impeccable sur mes goûts, parce qu'il est fin.
c'est pas aussi destin que Mignola, par exemple. C'est un que j'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment avec 4 traits, tu comprends qu'est-ce qui se Ouais. passe. Là, c'est plus Euh, recherché quand même. et ces 4 traits, ils te donnent un contexte, il y a ton imagination à jouer un Ouais. peu, mais c'est les traits nécessaires. Oui. C'est ce qu'il faut, qui se caractérise des styles de Mignola. Là, non, il y a des personnages qui sont des membres euh, par rapport à la taille habituelle, qui sont un peu plus longs, déformés, etc. Mais ça fait partie de style, hein. C'est pas qu'est-ce qu'ils sont déformes ou pas, ça fait partie de style. Eh oui. Et à moi, ça me sort pas du tout de la BD, ça m'a fait rentrer. Surtout qu'il y a un gros travail sur les visages, sur les ambiances, sur, je sais pas si je voudrais spoiler, mais les fonds sont magnifiques. La cité, chaque fois qu'on Ah oui, montre oui, chaque il détail, est, tu c'est peux balèze. analyser plein de détails qui te donnent en même temps information sur cette futur qui est en train de présenter sans besoin de te dire sur parole, il a passé ceci, cela, cela, Eh cela, oui. etc. Même si C'est certaines la choses se force sont de la expliquées. BD, c'est que t'es pas. Tu parles de dessin, tu peux exprimer énormément de choses. T'es pas obligé d'expliquer. Et c'est ça. Tu peux comprendre par le dessin. Personnellement, c'est les dossiers. En plus, c'était d'un temps plus appréciable. C'est parce que moi, c'était la deuxième BD que je lisais Mathieu Bablé. La première, c'était Shangri-La. Shangri-La, ouais. Shangri-La, j'avais apprécié parce que c'est encore de la science-fiction. C'est antérieur, hein, si je me souviens, Shangri-La. Postérieur, hein, de mémoire. C'est sorti après Shangri-La. Je pense que oui. Ah, d'accord. Écoute, Après, j'étais persuadé. écoute, allons répondre. J'étais Soyons pas cons. j'étais persuadé que Shangri-La était avant. On va répondre. Ça coûte à rien. Tu as tout à fait raison, c'est 2016. D'accord. Tu as tout à fait raison. C'est 2016 et là, c'est 2020, on a dit. Ouais, 2020. Ouais. Donc, à Shangri-La, c'est hyper intéressant. J'avais beaucoup apprécié, mais à niveau profondité, je trouvais Carbone, une sélection bien au-delà de Shangri-La. Ça a l'air plus, ouais. Ouais. Attention, Shangri-La, elle est très bien. Oui, oui. Elle est très, très, très bien. Mais les thèmes elle a pas de taille, abordés, elle a pas de taille. il y a quand même toujours ce ton philosophique, ce ton critique, ce ton de mise en question de plein de choses. Ou plutôt l'effet miroir, tu sais, c'était mettre en face de tes propres défauts pour les reconnaître. Oui, oui. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc, en tout cas, de ma part, c'est un conseil de lecture. Là, je dirais que dans les BD actuels, je risquerais même d'utiliser les mots immanquables, quoi. Oui. C'est vraiment un passage important qui fait comprendre à lui et qui donne un petit potentiel. Je trouve que, à voir qu'est-ce qu'il fait dans la suite, hein, mais Mathieu Bablé, je trouve qu'il a un joli avenir. Finalement, il a que 36 ans, 35-36 ans. Donc, il commence, comme il dit. Bon, il commence. Et le travail, quoi. Pas vraiment. Ouais, 36 ans, tu commences pas vraiment. S'il faut, il fait déjà 20 ans qu'il dessine. Oui. Très certainement, d'ailleurs, Oui. parce que, quand on voit le niveau affiché, quand même, c'est Ouais. assez impressionnant. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon je commencerai à spoiler les contenus et c'est difficile. Je vous conseille vivement d'essayer de les trouver dans vos boutiques habituelles, etc. C'est des BD parce récentes, que- ça se trouve assez Oui, facilement, oui, je pense. oui. Là, par contre, c'est bien plus facile de trouver l'édition d'or que celui-là. Oui. Oui, dans les librairies, ils mettent en avant le beau. Mais bon, après, Ça se commande. Voilà, etc. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aller. Donc, encore une fois, foncez. C'est ça. Allez, à toi. Ah, et pour finir, bon, ça va être un peu moins philosophique, hein, on va parler d'une série, parce que je m'attendais je m'attendais pas à ça. Et j'ai été tellement agréablement surpris que j'ai eu envie d'en parler. Donc on va parler de One Piece, la série live de Netflix. Je ne suis pas d'accord je vais pour pas- dire qu'il je n'est vais pas pas- philosophique sur cette Non, mais bon, comparé à Mathieu Bablé, je parle. Oui. Parce que oui. Mathieu Bablé, je pense qu'on se casse un peu plus la tête dessus Oui, que. oui. Après, oui, il y a toujours. Mais comme de l'astronène, enfin, dans tout, il y a de la philosophie. On peut retirer de la philosophie dans toutes les œuvres. Oui, non, mais l'approche c'est différent, effectivement. Voilà, parce que l'approche n'est pas du tout la même. sur l'Aronien, c'est vraiment une histoire de vengeance. Il compte toute la vie avec lui, quoi. Voilà, Et, plus l'honneur, plus. C'est ça, bon.
c'est pas Plus la la transmission. vengeance des bases, parce que Ouais, voilà. si on l'analyse, ça sera finalement très con. C'est ça. Ça sera tout simplement de la vengeance, Oui, c'est oui. les sans-justes, c'est l'humanité, Oui, c'est la nos héros qui transmission, il y a plein qui deviennent humains, hein, C'est ça. finalement, infaillibles. C'est ça. C'est ça. Au même, Mais bref. au même titre que dans One Piece, de toute façon, dans tous les mangas, il y a une part de philosophie, Oui, même oui, dans Naruto, oui. même dans Dragon Ball. On arrive, pour peu qu'on arrive à lire le sous-texte et pas s'accrocher seulement au fait que c'est une histoire shonen, Ouais. il y a quand même, Oui. il y a quand même Plus les que valeurs. plus que que Voilà. la moyenne des shonen. je Les, trouve. les valeurs véhiculées dans One Piece, elles sont. C'est bien, Oui. c'est bonnes valeurs, c'est hyper Tout à fait. positif. Et là, voilà, il va parler de One Piece, On la va parler série de- Netflix. La série d'ailleurs. Netflix. D'ailleurs, attention, c'est spoiler, je veux Ouais. que l'épisode 4, donc Voilà, attention. comme à On mon va pas se habitude, fâcher. comme à mon habitude, je spoil pas. Peut-être que je parlerai d'un costume ou deux, mais ce sera un costume, pas, ok. je spoil pas. Donc, qu'est-ce que c'est donc cette série? Alors, ça peut pas être con de poser cette question. Mais moi je parle de la série Netflix bien sûr, hein, puisque le manga on va en parler, c'est depuis 1997, donc je pense que c'est rentré, tout comme les Tortues Ninja, c'est rentré dans le panthéon de la culture. Dans la culture. 1122 chapitres. Alors moi je parlerai en tome, je parlerai pas en chapitre, je parlerai en tome sorti. Ouais, oui, mais pense qu'au Japon, ils Mais sont oui, ça sort en sériel, mais Ouais. ça sort aussi au Japon en en relief. tome. Oui, non, mais après. Voilà. Putain, mais bon. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une série américano-japonaise développée par Matt Owens et Steve Maeda, et dont le producteur exécutif et le créateur original de la série, à savoir Ichiro Oda. Il y a eu une sortie mondiale le 31 août 2023. Et donc ça fait le truc le plus récent dont je parle, hein, puisque d'habitude je parle du truc des années 80. Ouais. Là on Niveau parle de d'un truc série, de ouais. 2023, même The Last Ronin 2022, c'était assez inespéré que je parle d'un truc aussi récent. Mais bon. Et donc pour l'instant, il y a une saison, puisque ça vient à peine de sortir, de 8 épisodes qui font entre 49 et 63 minutes. Ça se classe dans un genre action, aventure, comédie, un peu dramatique et fantasy. Parce que le monde est totalement. C'est fantasy. La série est produite par Kaji Productions, Tomorrow Studio, Shueisha, puisque bon, il y a des droits, les droits de l'animé, et bien sûr Netflix. Et c'est la série blockbuster de 2023, clairement pour l'instant. Oui, je pense qu'il a dépassé. À ce jour, en termes de budget, c'est la troisième série la plus chère, je crois, qui a été produite. Oui. Je crois ou la quatrième, troisième ou quatrième. Je sais que devant il y a House of the Dragon et devant il y a le Seigneur des Anneaux. Que l'on va pas la d'Amazon, chroniquer parce dont que ça on vaut va pas la pas, peine. voilà, on va pas parler. Et donc c'est la série blockbuster de Netflix, puisqu'ils ont quand même carrément mis des moyens. Hein. On est à peu près sur un budget global de 140 millions de dollars. Et donc ça représente à peu près, en arrondissant supérieur, ça fait 18 millions par épisode. Ce qui est pas rien, hein, puisque si on reparle de la chronique Ouais, surtout précédente... que je pense pas que les budgets d'acteurs soient les plus hauts de tous. Non. Il en aura quand même un certain. D'autant qu'il y a des affaires qui sont en train de sortir encore sur le salaire des acteurs de One Piece. Apparemment, il y a des... bref, oui, là, des histoires, parce qu'il faut trouver des histoires pour tout, toujours. On peut pas se contenter... mais à ce moment, c'est quand même, oui, il y a la oui, grève oui. des scénaristes et d'acteurs. C'est ça. Parce qu'il C'est y a, malvenu que cette histoire sorte. ils sont tous en foutage des gueules, se foutent de la gueule Oui, bien des sûr. auteurs, des scénaristes. Et puis de l'image des acteurs aussi, hein, puisqu'on l'a vu. Non, mais c'est se foutre de la gueule des acteurs. Notamment avec Flash, où on utilise carrément l'image en CGI de Nicolas Cage en Superman. Voilà. Oui, mais encore, Nicolas Cage, il a peut-être peu signé, mais Christopher Reeve, il a signé voilà. quoi? Non, mais Nicolas Cage, il a rien signé. Nicolas Cage, il a vendu son âme à la Warner. Et ça, mais je pense que c'est toi qui m'avais montré, Oui, je l'ai Crazy relu. Bomb. Les premières Superman qui sort, qui vraiment, il a fini suicidé pour Oui, cette à rôle-là. cause de ça, ouais. Ils le C'est- remettent Comac dans C'est pas avoir d'âme du tout, quoi. Non, C'est c'est pas de les façon. poignons pour les poignons, quoi. Pas de face. Mais de toute façon, apparemment, c'était dans les contrats initiaux de base de tous les acteurs et ça va changer visiblement, puisque la grève, je pense, va faire bouger les choses.
Mais à partir du moment où Nicolas Cage il est apparu en photo, crédité par la Warner en Superman, son image appartient à la Warner et lui il n'a plus rien à dire. C'est pour ça qu'il apparaît d'ailleurs en Superman, même si c'est que 2 secondes, c'est un peu dégueu. Bon bref, c'est autre chose. Et donc pour situer le budget de ces fameux épisodes, puisque pour que ça parle vraiment, par rapport à la chronique précédente où j'avais chroniqué Le Phare c'était 17 millions pour le film. Ouais, et là c'est 17 millions pour un épisode. Oui, mais là il y a quand même une sorte d'explication. Même Ishiro Oda, il en parlait, c'est que même si d'après que j'ai entendu sur les interviews, son rêve de pouvoir l'amener soit en série, soit en film, c'était archi compliqué juste pour les effets spéciaux. Oui, et là, on a atteint un niveau que c'est possible. C'est ça. Et le prix, c'est parce que c'est un blockbuster, vraiment. Hein, c'est une série blockbuster. Le terme n'est pas du tout galvaudé. Et ça s'en ressent sur le visuel quand même. Même si, il y a toujours des... Il y a toujours des gens qui vont dire oui, la CGI à cet endroit est pas très jolie. Non, voilà. Moi, tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, tout ça passe. Hein. Oui, mais je suis sûr qu'il y a des rageux qui disent ouais, c'est pas là, ça se voit que c'est trop. Non, c'est bien. Franchement, au niveau visuel, c'est quand même très propre. Il est hyper respectueux, quoi. Voilà. Et donc ça s'inspire du manga éponyme créé par ce fameux Ishiro Oda depuis 1997, qui est toujours actuellement en cours, ce qui est phénoménal, hein, il faut se rendre compte. Hein, actuellement, mais on s'approche de la fin. Au moment, on se rapproche de la fin, mais au moment sur les articles que j'ai vus, parce que j'ai pas eu le temps de trop chercher, puisque j'ai un travail à côté quand même, mais sur les articles que j'ai vus, en juillet 2023, au Japon, il y avait 106 tomes de sortie. Et en France, la première publication date des années 2000 et on est à 104 volumes en avril 2023. Donc on est quasiment au niveau des sorties japonaises. Ce qui est là encore, pour les comics, ils mettent 3 plombes à sortir. Pour les mangas, ça va hyper vite. C'est quasiment 2-3 mois après que ça sort. Mais tu as vu les nombres des ventes aussi? Ah oui, justement, One Piece, c'est le manga le plus vendu dans le monde, et dessiné par un seul auteur. En 2022, en août 2022, puisque je n'ai pas les chiffres plus récents, il y avait 517 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Donc il y en a 400 millions rien que pour le Japon, c'est assez phénoménal. En France, pour vous situer, c'est en tête, chaque tome qui sort est directement propulsé en tête des ventes, et ce depuis 2011. Et en tout, en France, rien que le marché français représente 30 millions d'exemplaires vendus, ce qui est là encore phénoménal. Quand je parle de 400 millions d'exemplaires vendus au Japon, c'est tout confondu. Hein. C'est le sériel. Voilà, c'est pas 400 millions de tomes. Hein. C'est tout ce qu'ils ont vendu qui a trait à la publication de. Parce que c'est assez énorme. Hein. Il n'y a pas 400 millions. Par contre, il n'y a pas les merchandise dedans. Non, là, moi je parle que de la vente des tomes. Hein. Et donc le merchandising, c'est encore. on est au-dessus des étoiles. Et donc, fort de ce succès. Donc il y a un animé qui est créé, plus des OAV, plus des films animés, avec des sorties carrément au cinéma en France, ce qui est assez rare quand même pour les OAV et pour les films. Hein. Ça sort plus. Normalement, les animés sortent plutôt directement, soit en VOD, soit en DVD. Il y a eu des jeux vidéo qui sont pas forcément les meilleurs, mais il y a plein de jeux vidéo dessus. Il y a eu plein de figurines, donc un gros merchandising qui a rapporté encore plus d'argent aux créateurs et qui en a fait un monument de la culture de l'imaginaire depuis 26 ans quand même, hein, c'est ce qui est énorme. On peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, même si c'est pas français, hein, vous comprenez, le One Piece c'est quasiment aussi mythique que Dragon Ball. Hein. Alors peut-être pas encore aussi mythique que Dragon Ball, puisque je pense qu'il a dépassé. Il y a pas, mais je veux dire d'un point de vue niveau des ventes, je pense qu'il a dépassé. Parce que oui, au niveau des ventes, mais en termes de culture au Japon, il y a un jour dédié à Dragon Ball au Japon. Il y a un jour férié dédié à Son Goku, je crois. Ils ont un jour férié dédié à Dragon Ball et il n'y a pas encore pour One Piece. Bon, voilà. Et donc, qui est ce Ishiro Oda, ce créateur? Donc, c'est lui qui tient à ça. Non, il ne faut pas parler, il tient à sa privacité. Il viendra nous parler si ça ne lui va pas.
Et donc, il est jeune aussi, hein, mine de rien, parce que pour avoir créé ce phénomène culturel, il a que 48 ans. Et il a créé, enfin, c'est un truc de fou. Et donc, il décide Mais il l'a sorti très jeune, les premières Oui, chapitres, en 1997, il avait, voilà, c'était il y a 26 ans, il avait 22 ans. Ouais. Sur la première sortie, et donc le tour de force était encore plus grand. Il faut savoir qu'il avait décidé de devenir mangaka, de ses dires dans les interviews dès 4 ans. Donc c'est vraiment une passion qu'il a habité dès que sa conscience est arrivée en fait. Et avant One Piece, il avait eu quand même pas mal de succès d'estime. Il avait gagné quelques prix de mangaka. Il avait gagné un prix en 1992, c'est le prix Tezuka, pour un manga, un one-shot qui s'appelait One Seed, et un autre one-shot en 1993, il me semble, pour Le Démon Solitaire. Il abandonne l'université pour devenir assistant de 3 mangaka, et il a travaillé notamment avec Nobuhiro Watsuki, qui est le papa de Kenshin le Vagabond. Et pendant qu'il travaillait sur Kenshin le Vagabond, il a rencontré un autre mangaka qui deviendra moins célèbre que lui, mais quand même, qui a sa série animée sur Netflix aussi. Il va rencontrer Hiroyuki Takei, qui est le papa de Shaman King. Donc ils ont fait leur début de carrière en même temps. Shaman King qui est très bien en version bouquin. Et la série, moi j'ai regardé les premiers épisodes, c'était quand même assez fidèle au manga. C'est une série estampillée Netflix qui a 2 saisons pour l'instant. Et Shaman King qui est très sympa également à voir. Une bonne histoire épique aussi. Je connais pas. Donc le style graphique est très très particulier. Mais putain, c'est épique. D'accord, je connais pas. C'est top. Dans le shonen, ça reste top. Et on est en plus sur une série où je crois je sais même pas s'il y a une trentaine de volumes. C'est-à-dire que c'est fini, c'est acté. C'est pas le truc qui dure 200 volumes, quoi. Donc malgré ses productions antérieures, son succès, sa masterclass, c'est One Piece. Et donc, de quoi nous parle One Piece ? Et on va se centrer quand même sur la série Netflix. Ouais, parce que là... On se centre sur la série Netflix. Hein. Donc, la série Netflix... Là, tu risques pas de spoiler, je pense. Non. Qui se concentre sur le commencement de l'épopée, de One Piece. Donc la série Netflix prend bien entendu l'histoire dans l'ordre. Hein. Nous suivons les premiers pas de Monkey D. Luffy, qui est le héros, un jeune homme qui ne vit que pour son rêve, hein, c'est-à-dire devenir pirate. Devenir les rois. Oui, mais d'abord devenir pirate pour commencer. Non. Depuis le début, c'est devenir les rois des pirates. Non, mélangeons pas. Alors, dans la série, au début, il adule Shanks. Oui, mais parce qu'il y a l'histoire en tant que gamin, mais en tant qu'adulte, c'est... Oui, à partir du moment... Mais moi, je pars du début, hein, c'est-à-dire qu'au début, il veut devenir pirate comme son héros, et surtout, très rapidement vient l'idée de trouver le One Piece, donc qui est le trésor du pirate légendaire Gold Roger, et qui a laissé ça en héritage à sa mort, qui a laissé entendre que son trésor était trouvable, mais qu'il était très, très bien caché, et que la personne qui trouverait forcément son trésor deviendrait le pirate le plus puissant de la planète. Donc, les rois des pirates. Donc, le roi des pirates, exactement, et c'est ce que veut devenir Luffy. Et ce moment-là, dans la série, même si je ne sais pas si ça a été dit, ça fait ça devient l'âge des pirates dans cet univers-là. C'est ce moment-là précis qui génère l'âge des pirates. C'est ça. Parce que la piraterie, il fait wow. C'est ça, parce que ça monte en flèche. En gros, quand Gold Roger se fait capturer, c'est la fin de la piraterie, c'est la marine qui a gagné. Ouais. Sauf qu'il avait un poker dans la manche, c'est ok, je meurs, mais je vous fous le dawa, je vous fous le bordel dans votre univers, et en fait, vous n'avez pas gagné, quoi. Ouais. Donc il meurt, mais en fait, il gagne. C'est ça, c'est certainement ça. Puisque la piraterie, forcément, perdure et explose. Et donc Luffy est un personnage rêveur qui suit les traces de son héros dont je parlais, le pirate Shanks le Roux, si je me souviens bien, il a le surnom. C'est ce dernier d'ailleurs qui lui donne son fameux chapeau de paille. Il est naïf et il se lance dans l'aventure seul et dans une barque d'eau, hein, c'est-à-dire que Luffy... c'est un personnage nature, quoi. Je veux devenir pirate, je prends la première barque qui me tombe sous la main et je pars.
Et tant pis. Il n'y a pas d'eau deuxième degré. Voilà, il y a pas, j'ai pas prévu de nourriture, le truc il coule, bah, c'est pas grave, je vais quand même. Bon, enfin, bref. Et donc la particularité de Luffy, c'est qu'il a mangé en plus un fruit du démon qui lui a donné les capacités d'avoir un corps élastique. Il a mangé le fruit de l'arbre démon, c'est le fruit Gom Gom, ça s'appelle. Et donc la particularité des gens qui mangent. Là on traduit comme ça, bon, il s'appelle je pas crois. comme ça. Ouais. Pas sûr, peut-être que je me C'est trompe. le Omi. Voilà, peut-être. En français, il me semble que c'est Gom Gom, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Et donc, la particularité des gens qui mangent, et là c'est très chiant pour quand on veut devenir pirate, c'est que la particularité de quand on mange un fruit du démon, c'est que notre kryptonite, ça devient l'eau de mer. C'est-à-dire que l'eau de mer, ça paralyse et ça peut tuer la personne. Et donc, pour quelqu'un qui veut devenir le roi des pirates, on peut dire que l'ironie est totale. Ou pas. Et donc la saison 1 met en place les premiers pas du héros ainsi que la rencontre de son équipage historique, on va dire. On va rencontrer Zoro, on va rencontrer Nami, Usopp, Sanji ainsi que des personnages secondaires très marquants. Les antagonistes aussi, qui dans la première saison sont Baggy, la marine forcément, l'ensemble de la marine, les hommes poissons avec notamment Arlong. Qui est un antagoniste vraiment très bien écrit, qui était déjà très marquant à l'époque du manga et qui est très bien rendu dans la série. Et donc, que peut-on dire, qu'est-ce qui ressort de cette série, c'est que Netflix semble, je dis bien semble, avoir enfin compris. Est-ce que c'est Netflix ou c'est les auteurs? Parce que Netflix, c'est très irrégulier. Ouais. Parce qu'on peut bien, comme d'habitude, malheureusement. Mais bon, par le biais on ne va pas parler en bien de Netflix, c'est quand même une grosse boîte, machin, qui exploite plein de gens, tout comme veut. Mais comme d'habitude, on parle beaucoup des choses qui se passent mal. Voilà. Mais là, on parle à moins des choses qui se passent bien. Donc là, c'est eux qui financent forcément. Je pense que le crédit est forcément aux auteurs, mais ils ont donné l'argent pour que puisse s'exprimer cette création. C'est ça. Et mais l'auteur, Ishiro Oda, il a été très bif. Il est producteur exécutif, c'est-à-dire que producteur exécutif aux États-Unis, ça veut dire droit de vie ou de mort sur l'œuvre, en fait. C'est-à-dire que même si le truc est tourné à 200%, le producteur exécutif il dit non, c'est non. Ouais. Même si le film a été tourné en entier, c'est ce qui est d'ailleurs arrivé à un film comme Bad Girl. Bad Girl, concrètement, le film il était tourné, tout était fait. Bon, le producteur il a dit non, c'est de la merde, le film n'est pas sorti quoi. Ouais. Alors que le film était sorti, il avait été financé, les acteurs payaient tout, mais le film n'est jamais sorti. Oui. Bon voilà, donc donc on va quand même donner un peu de crédit. Enfin moi perso je donne un peu de crédit à Netflix qui a peut-être, et j'espère qu'ils vont s'inspirer de ça pour la suite, qui a peut-être compris la recette d'une bonne adaptation, parce qu'à ce stade-là on peut naturellement se demander ce que vaut cette adaptation-là live, parce que la plateforme a des grosses casseroles à ce niveau, notamment Cowboy Bebop, comment ils ont pu faire ça qui est un animé magistral. Pas des trucs que fâchent, on parle pas des trucs que fâchent. Donc qui est un animé magistral, donc pour ceux qui ne connaissent pas Cowboy Bebop, foncez, c'est sur Netflix aussi. Ne prenez pas le live, mais prenez la partie animée. Death Note qui a été aussi apparemment assez pourri. Pour parler d'autre chose que d'adaptation manga. Dommage qu'il y avait la boîte de Will Dafoe dans... Pour parler d'autres adaptations, pas forcément que de manga, mais l'adaptation de jeux vidéo comme Resident Evil, j'ai tenu 2 épisodes et après, fuck. Bon, bref. En plus, l'animation... Ouais, voilà. Ils n'avaient pas brillé, en fait, Netflix jusqu'à maintenant. Ils n'avaient pas forcément vu Resident Evil, l'animation. Tu as vu comment il marchait, les personnages? Ah oui, non, ça t'a fait pas drôle. C'était parce qu'il y avait des trucs, il était super bien foutu sur cette image, etc. La PS3 a fait mieux. Mais il marchait hyper bizarre tout ça. On dirait qu'il avait de la trosse dans l'essence, tous les personnages. Mais moi je veux parler de la série live. Non, mais ça on parle même pas. Moi je veux parler des adaptations live. Attention. Bon voilà, après, je l'ai pas vu. Après apparemment, possiblement je les ai pas vus, mais l'adaptation live de Full Metal Alchemist était pas si mal que ça. Mais il y a quand même plus de ratés que de réussites. Ça passait très juste.
Ouais. Il avait plus de respect pour les La mangas, voix originale, ouais. pour un anime, mais ça non plus. Ça brillait bien. pas. C'est ça. Blame, ça passait aussi, je trouvais. Bon, il a été beaucoup critiqué, pour moi, ça passait. Ouais. C'était pas à niveau Cowboy Bebop, etc. Oui, Ça, non, mais Cowboy Bebop, non, là, ça passait. c'est juste pas possible. Après, c'était pas pour autant intéressant, que c'est là où je pense que One Piece, il change la donne. C'est que respect de l'œuvre, c'est intéressant. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à adapter à la version live un univers qui était foncièrement inadaptable, Oh, non, tel quel, hein, c'est pas inadaptable. tel mais- quel. Tel que fait dans le manga, je parle. Hein, il y a forcément des ajustements à faire, mais là, ils ont trouvé la recette. Ils ont trouvé la recette, à voir s'ils vont réussir, parce qu'ils ont annoncé Yu Yu Hakusho, qui est une série culte des années fin 80, début 90, Oui. qui est un de mes mangas préférés Ah, aussi. mais j'adore. Mais... Et à voir s'ils vont maintenir ce niveau-là, j'espère que oui. Donc d'autant que One Piece est un univers, on était en train d'en parler, est un univers très dense dès le début du manga. C'est un monde visuellement très particulier, avec c'est très axé sur la mer et les îles. Il y a des architectures particulières quand même, hein, les bâtiments, les trucs. C'est très axé, voilà, piraterie de la fin. Oui, mais avec édulcoré en mode manga. Non, c'est pas édulcoré, c'est un côté coloré. Voilà, c'est ça, c'est très coloré. Il y a des costumes, les bateaux, il y a une technologie particulière avec les escargophones, ce qui est un délire total et qui a pas si mal été fait dans la version live. Non, au contraire, Moi, je trouve qu'elle est super bien adaptée. Ce sont des glaces. J'ai trouvé trop fun. Mais ce sont des glaces, c'est pas parce que les FX sont des glaces, sinon parce que. Non, c'est bien ça. fait, c'est des escargots dans lesquels on parle. Bon, voilà, c'est particulier. Déjà. Le pouvoir des personnages est quand même bien fait aussi, il faut reconnaître. Et le tout au service d'une aventure épique. Putain, enfin, on se concentre sur ce que ça raconte. On arrête les conneries de Cowboy Bebop là où on a essayé de réécrire de tout. Et en plus, je sais pas si on va arriver à ça, peut-être oui. Mais il y a une adaptation très sage, c'est parce que les shonen, peu importe les types, One Piece y compris, c'est très extrême. les combats, ça dure 3 chapitres. Oui. C'est comme dans Dragon 4, Ball, 5, 5 minutes, c'est 4 épisodes. Il te reste épisodes, 5 minutes avant que Namek 5 heures après, ils sont encore en train de se foutre sur la gueule. 30 épisodes après, 20, voilà. C'est ça. Donc, ils ont été suffisamment sages pour faire des combats épiques, mais pas forcément hyper longs. Parce que de toute façon... Quand même en utilisant certains pouvoirs, certaines choses, etc. Pas aussi loin que les mangas. Mais ça fait partie oui, ça fait partie du langage, ça passe dans l'histoire. On en a pour notre argent, on en a pour notre investissement. C'est-à-dire que les combats, c'est pas... pour ton argent, hein, Netflix ne faut pas penser que tous les pays. Non, mais on en a pour l'investissement qu'on fait. C'est-à-dire, parce que ça reste quand même 8 épisodes de 1 heure. Donc l'investissement de temps, pour moi, en vaut la chandelle, puisque... tout est bien équilibré en fait. Il y a des dialogues, il y a de l'aventure, il y a des combats. Jusqu'à là que j'ai vu la moitié de la première saison pour l'instant. Ça, je suis tout à fait d'accord. Non, mais j'ai une mention spéciale à faire, mais moi j'ai vu les 8 et je peux te dire que c'est bien équilibré jusqu'au bout. Enfin, moi j'ai pas ressenti d'ennui, je suis toujours allé voir. En plus, il y a ce truc. Que savent bien quand même faire les Américains, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a un cliffhanger qui met un petit coup de frisson où on a envie de voir l'épisode qui suit. Je pense que les raccourcis dans les arcs ils sont bien foutus aussi. Oui, parce que franchement on ne se sent pas lésé. Non. C'est plausible. Mais parce que si tu prends les mangas à l'arc, notamment quand ils rencontrent les personnages, c'est 1, 2, 3, 4, bien sûr. Toute l'histoire de la marine, c'est pas du tout comme ça. Oui, bien sûr. Même si, à un certain point, mais c'est bien plus tard, c'est sur les portails, etc. Même que l'histoire des boogies. Il fallait mettre les choses en place et ils l'ont bien fait. Hein. Je trouve que c'est intelligent, c'était bien mené. Ouais. C'est déjà beaucoup. C'est ça. Parce qu'en fait,
tout est à la base, hein, quand on voit les productions précédentes, et on parle de Netflix, mais voilà, Disney pareil, Amazon pareil, hein, voilà, c'est juste que les plus grosses bouses, parce que c'est eux qui ont le plus investi dans les adaptations, c'est Netflix qui a la palme, mais parce qu'ils en ont fait plus. Mais si on voit, enfin, voilà, il n'y avait pas d'adaptation qui valait réellement le coup jusqu'à maintenant. Et pour One Piece, franchement, hein, et moi au début j'ai eu peur, hein, honnêtement, mais tout était réuni pour faire une belle merde, hein, en vrai. Il y a encore une qui va arriver, et ça va arriver avant Yu Yu Hakusho. Ouais. Oui, Yu Yu Hakusho. Pardon. C'est Avatar. Avatar, quand même, quand on voit les teasers, ça peut. Oui. Ça peut. Ouais. Alors. Mais il y avait un directeur pas si mal que ça, Shyamalan, qui a fait un film et qu'on ne peut pas en parler parce que c'est ça. Il mais nous l'a chié. Quoi. Est-ce que c'est réellement la faute de Night Shyamalan ou est-ce que c'est la post-production qui a dit ça tu coupes. Un peu tout parce que pour faire tout l'arc qu'ils ont fait, il aurait fallu mettre 3 films. Oui, minimum. 3 films de 2 heures. Je pense que lui, son projet, c'était 3 films. Ça, mais oui, bien sûr. Donc bref, ne parlons pas. Encore une fois, cette adaptation, je peur. Avatar, c'est quand même une de mes séries. C'est pas un manga, même s'il pourrait ressembler. Oui. Mais à voir. Ça me fait avoir de l'espoir. Voilà, One Piece. Quand même prudent. C'est ça. One Piece nous donne de l'espoir. À voir. Peut-être que ce qui va être produit après One Piece sera de meilleure qualité, puisqu'ils ont la recette pour faire un truc de fou. Voilà. Mais la recette, bon, oui. Ouais. Allez, vas-y. Après, il n'y a pas qu'une. On est d'accord, il n'y a pas qu'une recette, mais là, toutes les planètes se sont bien alignées. Et donc, honnêtement, je pense que beaucoup de gens pensaient que la série ferait un flop, sans mauvais jeu de mots, et force est de constater que c'est pas le cas, hein, même si la série a pu décevoir certains. Premièrement, comme je le disais, Shiro Oda est le producteur exécutif de la série, donc il a toujours été clair sur le sort de la série. Si ça ne lui plaît pas, ça passe pas. Et il a veillé au grain tout du long. On le sent que ça a été des discussions avec les créateurs. Lui-même le dit dans les interviews. Hein. Lui-même le dit dans les interviews, c'est-à-dire qu'il a participé, mais ça a toujours été une discussion. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est lui qui avait le dernier mot, mais toujours en concertation avec l'équipe de. Oui, mais il a où sa main sur les acteurs. Voilà. Et il a même eu la main d'ailleurs sur des reshoots qu'il a imposés parce que ça n'allait pas, le rendu visuel n'était pas bon. Il a même fait refaire certains effets spéciaux de ce que j'ai compris, puisqu'à la base les coups de Luffy, le rendu ne lui plaisait pas sur le premier jet, donc il a fait refaire certains effets spéciaux pour que ça soit plus comme ce qu'il attendait. Et là encore c'est important pour Netflix, hein, c'est de laisser la parole à la personne qui a créé l'œuvre de base, parce que à la fin c'est la personne qui a créé qui connaît mieux. Je suis désolé de te décevoir, mais ils ne se goûteront pas. Oui, mais peut-être qu'un jour ça arrivera, peut-être qu'on fera 3 millions de vues et qu'on aura du poids, pour l'instant non. Mais ça serait bien que Netflix écoute le créateur, parce qu'ils avaient envoyé chier, j'avais lu dans les interviews qu'ils avaient envoyé chier le créateur original de Cowboy Bebop. Et voilà, où il avait commencé à dire ouais mais les gars, là vous travaillez pas trop dans la même direction. Ceux qui écrivaient les scénarios ils ont dit t'inquiète, nous on sait mieux que toi, retourne au Japon. Et au final non. Au final quand si vraiment il aura touché son chèque, donc oui. allez vous faire foutre. Ça, vous le méniquez la rugueur là. Donc voilà. C'est ça, et c'est dommage parce que Cowboy Bebop, c'est aussi, même si ça a peut-être un peu moins d'impact que peut l'avoir One Piece, c'était une série qui, si c'était appliqué, ça aurait pu être fun. Ça aurait pu être fun en live, ça aurait pu être fun, surtout qu'ils avaient pris des acteurs. C'est quand même la référence. Hein. Voilà. Mais ils avaient pris des bons acteurs, franchement, ils ressemblaient aux personnages, ça ressemblait bien quand même. Jet, il était vraiment, c'était troublant même à quel point il ressemblait. Et putain, quelle merde. Voilà, c'est dommage. Ouais. Bon, passons. Et alors, où j'en étais du coup? Je me suis perdu. Voilà, bon, ils ont pour faire simple, ils ont réussi à être très fidèles au manga, mais tout en l'adaptant au live. Et ils ont rendu, il faut le reconnaître, l'univers visuel plus que crédible.
Cela passe aussi par un casting très convaincant. Hein. On va parler vite fait des acteurs. Très rapidement, Iñaki Godoy, c'est l'acteur qui fait Luffy. Bon, voilà, c'est Luffy. Il n'y a rien à dire. Il a apporté une humanité hyper touchante au personnage. Vraiment, hein, moi je l'ai ressenti comme ça. On a envie d'être son pote, quoi. On a envie de partir avec lui. Il a un sourire hyper. Ouais. Voilà, t'as envie, voilà, sympa. Ah, mais tous les personnages. McKenyu, l'acteur qui fait Zoro, ben voilà, il est trop stylé. C'est le gars badass qui parle en onomatopée. Il ne faut pas oublier qu'avant ça, il a fait les choses. Oui, il revient de loin lui aussi. Emily Rudd dans le rôle de Nami, elle est très très bien. Jacob Romero Gibson en Usopp, bah, il incarne bien. Et je trouve super parce que j'avais peur que pour Usopp il lui fasse une prothèse à la con du nez. Non. Ils l'ont pas fait, très bien et c'est top. Oui. Et l'acteur qui fait Sanji, tu l'as pas encore connu mais ouais, ça arrive maintenant. Sanji, pareil, Sanji il est hyper attachant, trop bien, vraiment. Question, ils l'ont gardé son côté moins marqué que le manga. Alors là, je pense qu'ils ont été sages. Peut-être après, ça va être plus marqué. C'est les mêmes hein, il drague, mais il est pas lourd comme il est pas lourd comme dans le manga. Mais juste après dans les mangas, en fait, il est pas méchant. Non. Mais c'est pas un stalker. C'est ça. Si, ça peut être. Là, au jour d'aujourd'hui, ça passe plus. Hein, on est d'accord. Le gars, c'est Nicky Larson dans One Piece, quoi. Il est aussi lourd, quoi. Mais bon, bon, admettons, oui. Je pense pas, mais oui. Mais voilà, tous les personnages, ça a été fort parce que forcément, le manga, c'est une bande dessinée. C'est un shonen qui s'adresse aux adolescents et plus, mais plutôt adolescents quand même. Et donc c'est vrai que les personnages de shonen sont toujours extrêmes dans leur comportement. Ouais. Que ce soit dans le courage, que ce soit dans la saleté, que ce soit... souvent les personnages sont habités par une émotion très très forte, qui est nuancée souvent, hein, d'accord. Mais ils ont une émotion qui ressort et là ils ont bien contrebalancé, c'est-à-dire que Luffy, c'est vrai que quand on lit le manga, il est un peu teubé, quoi, Luffy. Et là, il a des bons côtés, hein, mais il reste un peu naïf. Il est très naïf, Luffy. Ouais, mais je pense que ça, ils l'ont mené. Mais ils l'ont atténué. Ils l'ont atténué, c'est-à-dire qu'il reste naïf, mais il n'est pas naïf comme dans le manga. C'est-à-dire qu'ils ont tous leur caractère, mais plus humanisé du fait que ce soit live, en fait. Je suis d'accord sur les faits. Je suis d'accord sur les faits que l'adaptation, comment ils ont été menés en live, parce que c'est une autre façon de communiquer. Voilà. Après, niveau les caractéristiques, oui, Zoro il dort pas toute la journée. Voilà. Non, mais il y a des choses. Ça respecte, hein, on est bien d'accord, ça respecte le manga, mais avec un côté live. Oui. Un côté plus réaliste que le manga n'a pas. Ouais. C'est en ce sens que je dis. Oui. Ouais, c'est-à-dire que on n'est pas on est moins extrême. Les caractères sont moins extrêmes. Les personnages secondaires ont été super bien castés aussi. C'est-à-dire que même l'acteur qui a un rôle secondaire qui peut paraître dans un premier temps vraiment anodin, c'est super bien joué. Le moindre pirate qui apparaît, c'est vraiment top. Et bon, sans parler des antagonistes, les costumes, les maquillages vont jouer sur cette crédibilité. Ils étaient en pari dangereux, je trouve. Ouais. Ils sont bien réussis. Et ils ont réussi à respecter totalement l'esprit du manga et notamment, mention spéciale au maquillage des hommes poissons, notamment de Arlong, qui est plus vrai que nature, mais franchement, je défie quiconque de dire que l'acteur et le maquillage de Arlong ne respectent pas le dessin de Oda, quoi. Enfin, vraiment, on ne pouvait pas faire mieux que cette incarnation-là, qui est vraiment au top, c'est incroyable. Petite mention spéciale aussi au personnage que tu n'as pas vu encore, mais que tu vas voir dans pas longtemps, de Mihawk. Qui est le plus grand épéiste de One Piece, qui est l'anémésis de Zoro. Et quand il apparaît, d'accord, c'est stylé. C'est stylé, il le fait trop bien. Oui, normalement, dans les mangas, il apparaît après qu'il récupère Sanji. Non, c'est ça. Juste avant de récupérer Sanji plutôt. C'est ça. Ouais.
En même temps, Ouais, c'est ça. tu verras, C'est ça. ça se fait dans le même, ça se fait dans la foulée des 2 épisodes que tu vas avoir là dans pas longtemps. D'accord. Et c'est un personnage. Déjà dans le manga, il a la classe, mais alors le peu qu'il apparaît dans la série, ouais, il est stylé. Et le costume et tout, très très bien fait. Alors peut-être qu'il y a des gens qui le trouvent pas, mais moi je trouve j'ai ça. un truc que tu n'as pas parlé et qu'à moi, ça m'a bien mis dedans. C'est la bande sonore. Oui, la musique. C'est Énorme. je trouve qu'ils ont trouvé les tons Voilà. parfaits. C'est ça. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une OST de cette qualité dans une production comme ça. Ouais, mais c'est à tous les épisodes. Toi, Ouais. quand sont les titres, Ouais. à moi, déjà, ça m'a. déjà rien ça- que le générique. Moi, je trouve qu'il a été ça super fait des bien frissons. choisi. Ouais, C'est parce que ces tons héroïques sur un ton un peu marin. c'est ça. Franchement, il a été très, très bien La pointé. musique, moi je la mets, je me la mets de temps en temps. Elle est top. Non, Ouais, mais je vois que tu ne l'as pas écrit, donc. Oui, mais je suis content d'en parler, mais c'était bien. Et pour finir, par rapport au paysage et au décor qu'on peut avoir, donc il y a beaucoup de CGI, on est d'accord, mais c'est impossible de pas faire autrement. voilà, hein, on est sur une trame quand même de décor qui existe et ça a été tourné en Afrique du Sud et on peut dire, ouais, l'Afrique du Sud, c'est Grand Line, quoi, c'est top. C'est East Blue et Grand Line. C'est top. Les décors sont fantastiques quand même. Quand on a des prises de vue de loin et tout, c'est grandiose. Ils ont été, encore une fois, là, pas maladroits parce qu'ils sont un côté, cette côté peut-être des fois dans les mangas très déformés, etc. Ils l'ont un peu, mais moins. Oui, mais ça passe. Ouais. Ça passe. C'est pas dire, allez, tu exagères. Tu sais, Non, c'est quand ça, la première ville de la marine, ça, je m'en souviens sur les mangas qui sont des premières dessins qui viennent, la tour, il est. Et là, c'est dans les villages carrés, comme si c'était une forteresse, etc. Et ça doit être un village avec une forteresse qui sont calés. Mais visuellement, c'est hyper bien. Non, c'est vraiment c'est une belle œuvre. Et donc, en conclusion, qu'est-ce que je peux en dire que le rendu final de cette première saison est plus que convaincant. Hein. Il y a ce qu'on entend de ce type d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a de l'aventure, il y a de l'épique, il y a des personnages attachants, un univers haut en couleur qui donne envie d'en découvrir plus, limite de reprendre le manga derrière, c'est-à-dire de finir la saison 1 et de reprendre le manga pour continuer à être avec les personnages. Je n'ai pas tardé, j'ai repris tous les mangas. Voilà, c'est ça. C'est pas en blague, hein. Je suis en train de tout relire. C'est ça, et c'est là la force du truc, avec un rendu visuel plus que plausible et plus que solide. C'est vraiment c'est logique, ça coule de source. Les antagonistes ont la classe, les combats sont plaisants à voir et même si moins longs que dans le manga, sont épiques. Les ajustements et les adaptations à une série de live sont très bien dosés et tout le monde peut s'y retrouver, hein, si tant est qu'on accepte qu'une série live ne peut pas être un copier-coller de l'anime ou d'un manga. Mais tout le monde peut s'y retrouver. Mais on l'attend pas non plus. Certains oui, parce que moi je sais pas, la moyenne très large, ils se sont retrouvés. Non, d'ailleurs les retours critiques qu'il y en a, la plupart des gens s'y sont retrouvés clairement. Oui. Clairement. Et je pense que même quelqu'un qui ne connaît pas l'univers de One Piece peut vraiment kiffer ça. Alors c'est sûr que si on connaît le manga, mais on a toujours ce petit plus, ce petit supplément d'âme, on va dire, qui fait qu'on accroche encore plus vite. Tout découvre l'univers. Mais quelqu'un qui ne connaît pas One Piece, il peut très bien kiffer ces 8 premiers épisodes. D'autant plus, il y a une correction que je tiens à dire pour la première fois, juste que cette série, tu ne l'as pas chroniquée, c'est Sandman. Qu'il est avant One Piece, Sandman fait il est d'une très bonne adaptation. Au comics et patente. Et Netflix. Mais ils ont laissé parler, là encore, le créateur. C'est également qui a tout écrit, quoi. C'est ça. Donc à partir du moment où on laisse un petit peu s'exprimer le créateur original, forcément, il y a des trucs positifs qui en ressortent. Donc je te corrige à la première ligne. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas parlé de Sandman qui est extraordinaire. Ouais. J'ai oublié, mais j'étais tellement focalisé sur Cowboy Bebop et sur cette déception. On m'a parlé de la meilleure adaptation manga. C'est Allez, ça. Voilà, soyons. C'est ça.
Et voilà pourquoi je parle de cette série aujourd'hui. Hein, vive les chapeaux de paille. Allez voir ça. Ça. Et voilà, bon, aujourd'hui, si, on va arriver presque à 2 heures. 2 heures. Tiens, On est dans les standards. Voilà, le Dark Running, ça nous a pris un bon déconnade. Bon, écoutez, merci à tous ceux qui écoutent ça, soit pour YouTube, soit pour podcast. Et Pensez à partager si ça vous plaît. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour qu'on s'améliore aussi. C'est toujours bon à apprendre. Oui, c'est ça. Partagez si vous aimez. Donc, merci à tous. Nous, on va passer à autre chose. Je te laisse la fin de faire, que je ne vais pas oublier comme l'autre. Voilà, n'oubliez pas que l'abîme vous regarde aussi. Allez, à bientôt. Ciao.